Chapitre 4. Nom et prénom du témoin. Selborn Kenna, c'est-à-dire Johanna, excusez-moi. Profession, prestataire de services divers. Le témoin aurait-il l'audace de plaisanter? Il est rappelé au témoin qu'il se trouve face au tribunal impérial dans un procès pour trahison d'État. De la déposition du témoin dépend la vie de nombre de gens, car le châtiment pour trahison est la mort. Il est rappelé au témoin qu'il comparaît devant la cour, non pas en tant que citoyen libre venu de son propre chef, mais en tant que prisonnier, transféré d'une citadelle où il était placé en isolement. Des déclarations du témoin dépendra, entre autres, son retour en détention ou sa remise en liberté. La cour s'est autorisée cette longue tirade afin de faire remarquer au témoin que les plaisanteries et les facéties ne sont pas de mise dans cette salle. Elles sont non seulement de mauvais goût, mais peuvent également entraîner de lourdes conséquences. 30 secondes de réflexion sont accordées au témoin. Ce temps écoulé, la cour retirera sa question. Tout va bien, mode chill. Ben parfait, je pense qu'on est tous dans le mode chill. De toute façon, le dimanche soir, c'est le moment où on se détend avant de reprendre la semaine. Je suis prête, monsieur le juge. Le témoin est prié de s'adresser à la cour en disant « Tribunal suprême ». Profession du témoin ? Je suis pion, tribunal suprême, mais principalement pour le compte des services de renseignement impériaux, à savoir... Le témoin est prié de donner des réponses concrètes et concises. Lorsque la cour souhaitera de plus amples explications, elle en fera elle-même la demande. La cour est au fait de la collaboration du témoin avec les services secrets de l'Empire. Cependant, merci d'ajouter au protocole la définition du mot « pion » que le témoin a utilisé pour définir sa profession. Je suis une PSP, c'est-à-dire une pure psionique de premier rang, sans possibilité de PKI. Concrètement, cela veut dire que je peux entendre les pensées des autres, parler à distance avec un magicien, un elfe ou un autre pion. Et transmettre un ordre mentalement, c'est-à-dire contraindre quelqu'un à faire ce que je veux. Je peux aussi faire une précog, mais uniquement pendant mon sommeil. J'ai réécouté le stream et j'ai réfléchi à Vilgefortz, je crois qu'il est peut-être un autre héritier du sang ancien. Voilà, j'avais envie de partager ma pensée. En vrai, pourquoi pas, hein. C'est vrai que Vilgefortz c'est un personnage assez mystérieux, qui est puissant, qui est intelligent, et qui joue un rôle important, donc pourquoi pas, après tout, qu'il soit aussi un descendant du sang ancien, c'est une théorie qui se tient. Je ne valide pas parce que je n'ai pas assez d'éléments, mais c'est une théorie qui se tient totalement. Je vous prie d'ajouter au protocole que le témoin, Johanna Selborn, est une psionique dotée de pouvoirs de perception extrasensorielle. Elle est télépathe, capable de précognition sous hypnose, mais pas de psychonésie. Il est rappelé au témoin que l'usage de la magie et des pouvoirs extrasensoriels est strictement interdit dans l'enceinte de cette salle. Nous poursuivons l'interrogatoire. Quand et où et dans quelles circonstances le témoin a-t-il été confronté à la personne se faisant passer pour Cyrilla, princesse de Cintra? Aïe aïe aïe, c'est pas bon signe si dans un tribunal impérial on pose des questions sur Cyrilla, ça sent la mouise. Ce n'est qu'au cachot que j'ai appris pour cette Cyrilla, c'est-à-dire sur le lieu d'isolement, tribunal suprême. Au cours de l'enquête, à ce moment-là, j'ai été informé que celle qu'on appelait en ma présence Falca, ou la Cintrasienne, ne faisait qu'une avec cette Cyrilla. Tout ça s'est passé dans de telles circonstances que je dois les énoncer dans l'ordre, pour qu'elles soient claires, je veux dire. Ça s'est passé ainsi. J'ai été abordé dans une auberge d'Étolie, par Dacre Silifiant. Tenez, l'homme assis là-bas. Je vous prie de noter que le témoin, Johanna Selborn, a désigné l'accusé Silifiant, sans le moindre doute. Le témoin peut poursuivre. Dacre, tribunal suprême, recrutait une anse, c'est-à-dire une brigade armée, que des braves gars et des braves femmes, Dufisset, Krell, Nérantine Seca, Chloé Stids, André Viernet, Thiel et Chard. Plus aucun d'entre eux n'est de ce monde, votre tribunal. Quant à ceux qui ont survécu, la plupart se trouvent ici, sous bonne garde. Le témoin
et prié de nous indiquer quand exactement a eu lieu sa rencontre avec l'accusé. C'était l'an dernier, en août, vers la fin du mois. Quand exactement, je ne me souviens pas. En tout cas, ce n'était pas en septembre. Ça, j'en suis sûre et certaine. Ce mois de septembre-là, je ne risque pas de l'oublier. Dacre, qui s'était renseigné sur moi, m'a dit qu'il lui fallait pour séance un pion, qui n'avait pas peur de la magie parce qu'il aurait affaire à des sorciers. Le travail, qu'il disait, servait les intérêts de l'empereur et de l'empire. Et puis, il était bien payé, et le commandement de la hanse serait assuré par Sha-Huan en personne. En parlant de Sha-Huan, le témoin fait-il référence à Stephen Skellen, le coroner de l'empereur? C'est bien de lui que je veux parler. Comment? Venez noter, greffier, quand et où le témoin a-t-il rencontré le coroner Skellen? En septembre, le 14, dans le petit fort de Roken. Roken, tribunal suprême, c'est un donjon frontalier qui surveille les voies marchandes menant du Mek aux provinces d'Ebing, de Gezo et de Metina. C'est là justement que Dacre Silifiant a mené notre anse de 15 cavaliers. En tout, nous étions donc 22, car le reste de la troupe attendait déjà à Roken sous le commandement d'Ola, Dola Orsim et Bert Briggen. Le plancher en bois gémit, sous les lourdes bottes. Les éperons tintrèrent, les boucles de métal résonnèrent. « Salutations, sieur Stéphane !» Non seulement Sha-Huan ne se leva pas, mais il ne prit même pas la peine d'ôter ses pieds de la table. Il se contenta d'agiter la main, d'un geste magnanime. « Enfin !» lança-t-il d'un ton caustique. « Tu t'es fait désirer. »« Désirer » s'exclama en riant Dacre Silifiant. « C'est inouï. Vous m'avez donné 4 semaines pour rassembler plus d'une dizaine de braves guerriers, parmi les meilleurs que l'Empire et ses alentours aient jamais vu naître. N'importe qui aurait mis plus d'1 an pour constituer une telle anse. Moi, je me suis démené pour le faire en 22 jours. Ça mérite bien quelques félicitations, non? Chaque chose en son temps, objecta froidement Skellen. J'attends d'abord de la voir, ta fameuse anse. Et pourquoi pas dès maintenant? Voici mes lieutenants, qui sont à présent les vôtres, sieur Skellen, Neratin Seka et Dufisek Riel. Je vous salue tous les deux. Sha-Huan s'était enfin décidé à se lever, et ses officiers firent de même. Faites connaissance, messieurs. Voici Bert Birgden, Ola Arsheim. Nous nous connaissons bien. Dacre Silifiant serra énergétiquement la main d'Ola Arsheim. Sous le commandement du vieux Bréban, nous avons réprimé ensemble la rébellion en Nazaire. C'était grandiose, n'est-ce pas, Ola? Oui, grandiose. Les chevaux pataugeaient dans des mares de sang, et M. Brigden, si je ne m'abuse, vient de Gemery, un pacificateur, exact? Dans ce cas, vous retrouverez des connaissances dans la brigade, j'ai là plusieurs pacificateurs. Je suis impatient de les voir enfin, intervint Sha-Huan. On peut y aller? Un petit instant, répondit Dacre. Neratin va et forme les rangs dans la compagnie, pour qu'ils aient fière allure devant ces messieurs les coronaires. Neratin Seka, demanda Sha-Huan en plissant les yeux et en suivant du regard l'officier qui sortait. C'est un homme ou une femme? Sieur Skellen, s'écria Dacre Silifiant tout sautant, mais lorsqu'il reprit la parole, sa voix était assurée, son regard froid. En réalité, je ne suis pas sûr. A priori, il s'agit d'un homme, mais je n'en jurerai pas. Seka est officier, de cela j'en suis sûr. Quant à savoir avec certitude s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, cela aurait eu de l'importance si j'avais eu l'intention de demander sa main, mais ce n'est pas le cas. Il en va de même pour vous, je suppose. Tu as raison, reconnut Skellen après réflexion. Inutile d'en parler. Allons voir ta clique, Silifiant. Neratin Seka, individu de sexe indéterminé, n'avait pas perdu de temps. Lorsque Skellen et les officiers se retrouvèrent dans la cour du fort, la brigade formait une ligne ordonnée et aucune tête de cheval ne dépassait d'un empan. Satisfait, Sha-Huan se racla la gorge. Pas mal cette bande, bah. Sans ces enjeux politiques, je rassemblerais bien une clique de ce genre et je m'en irais dans les zones frontalières pour piller, violer, assassiner, incendier, me sentir jeune de nouveau. Ah, s'il n'y avait pas eu cette fichue politique. Quelqu'un de très recommandable, Sha-Huan bien sûr.
Eh bien, Sir Skellen, demanda Dacre Silician, les joues rouges d'excitation contenue. Comment les juvez-vous, mes éperviers endimanchés? Shahuan promenait son regard sur chaque visage, chaque silhouette. Il connaissait certaines de ces recrues personnellement, plus ou moins bien, d'autres de réputation, par ouï dire. Tileshrad, un elfe aux cheveux clairs, l'éclaireur des pacificateurs de Guémeray, Rispet la Pointe, maréchal des logis de la même formation, et le Guémerin suivant, Cyprien Frippe le Jeune. Skellen avait assisté à l'exécution de l'aîné. Les deux frères étaient connus pour avoir des tendances sadiques. Plus loin, inclinée tranquillement sur la selle de sa jument pie, Chloé Stitz, voleuse de son état, utilisée occasionnellement par les services secrets. Shahuan détourna rapidement le regard de ses yeux insolents et de son sourire malveillant. Andrés Vierny, un Nordling de Redani, un assassin. Stigward, un pirate, un renégat de Skellige. Dédé Vargas, le diable seul savait d'où il venait, un tueur professionnel. Cabernic Turan, devenu tueur par goût. Vraiment des gens très recommandables. Et quelques autres, identiques aux précédents. Ils se ressemblent tous, songea Skellen. Une congrégation, une confrérie, dans laquelle tous, au bout du 5e meurtre, deviennent identiques. Les mêmes gestes, les mêmes mouvements, la même façon de parler, de bouger et de se vêtir, les mêmes yeux, des yeux de serpent, impassibles et froids, immobiles et plats, dont rien, pas même la pire des horreurs, n'est plus capable de modifier l'expression. Alors, sieur Stéphane, pas mal du tout, Tarence stylifiant. Dacre rougit de plus belle. Il exécuta un salut, le poing sur le callback, à la gamerienne. J'avais insisté, rappela Skellen, pour qu'il y en ait quelques-uns qui soient familiarisés avec la magie, qui n'aient peur ni des sortilèges, ni des sorciers. Je n'ai pas oublié, voyons. Il y a Tileshard, et à part lui, celle-là, la grande jeune fille sur la lésane, à côté de Chloé Stitz. Tu me l'amèneras plus tard. Shahuan s'appuya contre la balustrade, tapa sur le rebord avec le manche ferré de sa nagaïka. Salut la compagnie. Salut monsieur le coroner. Nombre d'entre vous, commença Skellen lorsque l'écho du rugissement collégial de la bande se fut éteint, ont déjà travaillé sous mes ordres et connaissent donc mes exigences. Ceux-là voudront bien avoir l'amabilité d'expliquer à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore ce que j'attends de mes subalternes et ce que je ne le tolère pas. Cela m'évitera de gaspiller ma salive. Dès aujourd'hui, certains d'entre vous recevront leurs ordres de mission et demain dès l'aube, ils se mettront en route pour les accomplir. Sur le territoire d'Ebing, je vous rappelle qu'Ebing est, officiellement, un royaume autonome et que nous n'y ayons aucune juridiction, je vous enjoins donc à agir avec circonspection et discrétion. Vous demeurez au service de l'Empire, mais je vous interdis d'en faire l'étalage, de vous en vanter et de traiter les autorités locales avec arrogance. Je vous ordonne de vous conduire de manière à ne pas attirer l'attention sur vous. Est-ce clair? Oui, monsieur le coroner. Ici, à Roken, vous êtes des invités, et vous devez vous comporter comme tels. Je vous interdis de quitter vos quartiers à moins d'une nécessité absolue et d'entretenir des contacts avec la garnison du fort. Du reste, les officiers vous trouveront quelque chose à faire pour éviter que vous ne deveniez fous, furieux d'ennui. Messieurs Arsheim et Birgiden, répartissez la brigade dans ces quartiers. Hello, merci pour ta lecture bien agréable du Sorceleur. Je suis nouvelle sur Twitch, sympa de découvrir ta chaîne. Bah écoute, merci beaucoup à toi, ça fait très plaisir, bienvenue. Bienvenue parmi nous sur Twitch. C'est avec grand plaisir que nous te faisons une place dans cette soirée. Installe-toi et mets-toi bien. Et puis du coup, avec plaisir pour les lectures, t'inquiète pas. Et du coup, mets-toi bien avec nous. J'ai à peine eu le temps de descendre de mon cheval, tribunal suprême, que Dacre m'a attrapé par la manche en me disant « Sieur Skellen veut causer avec toi, Kena. » Que pouvais-je faire? Je l'ai suivi. Shahuan était assis, les pieds sur la table, en train de battre la mesure sur ses chausses avec sa nagaïka. À brûle-pourpoint, il me l'a demandé si j'étais bien la Johanna Selborn, impliquée dans la disparition du bateau l'Étoile du Sud. Je lui ai répondu qu'on n'avait trouvé aucune preuve contre moi,
Il s'est mis à rire. J'aime, a-t-il dit, les criminels qui ne laissent pas de preuves derrière eux. Ensuite, il m'a demandé si le talent de PSP, c'est-à-dire de pion, était inné chez moi. Quand je lui ai confirmé que oui, il s'est rembruni et il m'a dit « J'avais pensé que ton talent me serait utile face aux magiciens, mais tu auras d'abord affaire à une autre personne, pour le moins énigmatique. » Le témoin est-il certain que ce sont là les termes exacts utilisés par le coroner Skellen? J'en suis certaine. Je ne suis pas pion pour rien. Le témoin est prié de poursuivre. Un coursier couvert de poussière qui, visiblement, n'avait pas ménagé son cheval, a alors interrompu notre conversation. Il avait des nouvelles urgentes à nous communiquer à Chahuan, à privé. Pendant que nous nous rendions dans nos quartiers, Dacre Silifiant m'a confié qu'à son avis, ces nouvelles urgentes allaient nous jeter sur nos selles avant la tombée de la nuit. Et il avait raison, tribunal suprême. Avant même qu'on ait pu songer au souper, la moitié de la hanse était déjà en selle. Moi, je m'en suis tiré à bon compte. Ils ont choisi d'emmener Till et Shard, l'elfe. J'étais contente, parce qu'après ces quelques jours de route, j'avais les fesses en compote, c'était terrible, et comme par un fait exprès, j'avais mes monstres qui commençaient. Le témoin voudra bien nous faire grâce des descriptions pittoresques de ses indispositions intimes, et s'en tenir au sujet. Quand le témoin a-t-il découvert l'identité de l'énigmatique personne évoquée par le coroner Skellen? Je vais vous le dire, mais il faut suivre le déroulement des faits, car sinon, les choses vont tellement s'en mêler qu'on n'y comprendra plus rien. Ceux qui avaient dû sceller leurs chevaux en grande hâte, avant même d'avoir soupé, étaient partis au grand galop de Roken pour rejoindre Maloun, d'où ils ont ramené un adolescent. Niklar s'en voulait. Il s'en voulait terriblement, au point qu'il en aurait pleuré. Si seulement il avait écouté les avertissements des gens raisonnables, si seulement il s'était souvenu des proverbes et des contes, notamment de l'histoire du Nigo qui n'avait pas su fermer son clapet, s'il avait réglé les affaires qu'il avait à régler et était rentré tout de suite chez lui, à la jalousie, il n'en serait pas là. Mais, penses-tu, surexcité par l'aventure, fier de posséder un destrier, sentant dans ton escarcelle l'agréable poids des pièces de monnaie, Niklar n'avait pas pu s'empêcher de faire le fanfaron, plutôt que de s'en retourner directement à la jalousie après avoir quitté Clairemont et avait poussé jusqu'à Maloun, où il comptait pas mal de connaissances, parmi lesquelles plusieurs jeunes filles à qui il comptait Fleurette. À Maloun, il se pavana comme un jarre au printemps, chahuta, folâtra, parada sur son cheval dans la clairière, payant des tournées générales dans les auberges, en jetant l'argent sur le comptoir, se prenant sinon pour un prince de sang royal, au moins pour un comte. Et il ne cessait de parler. Il racontait ce qui s'était passé 4 jours auparavant, à la jalousie, modifiant sans cesse sa version. Il ajoutait des détails, fabulait, mentait et hontement, ce qui ne dérangeait en rien ses auditeurs. Les habitués de l'auberge, les locaux et les gens de passage l'écoutaient volontiers. Et Niklar continuait, se faisant passer pour quelqu'un de bien informé et se mettant de plus en plus souvent au centre de ses affabulations. Dès le 3e jour, sa langue trop bien pendue lui valut des désagréments. Il est quand même bien résistant quand même pour enchaîner de picoler à fond pendant 3 jours en même temps qu'il raconte n'importe quoi. Au moment où les hommes franchirent le seuil de l'auberge, un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les éperons tintèrent, les boucles métalliques cliquetèrent et les fers des armes grincèrent, résonnant comme la cloche de mauvais augure qui, du haut de son clocher, annonce les malheurs. Niklar n'eut même pas le temps d'essayer de jouer au héros. Il fut saisi par les épaules et jeté hors de l'auberge si vite que ses pieds touchèrent à peine le sol. Ses connaissances, qui la veille encore buvaient grâce à son argent et lui juraient une amitié éternelle, gardaient à présent le silence, les yeux rivés au sol, comme s'il contemplait sous la table quelque miracle ou un groupe de danseuses nues. Même l'adjoint au shérif, qui se trouvait dans l'auberge, ne pipait mot, le visage tourné vers le mur. Niklar non plus ne pipait mot. Il ne posa pas la moindre question à ses ravisseurs. La peur avait transformé sa langue en une verge sèche et rigide. Ils le juchèrent sur un cheval et lui ordonnèrent de filer.
La chevauchée dura plusieurs heures. Puis, il y eut un fort avec une palissade et une tour. Une cour remplie d'une soldatesque bruyante, insolente, armée jusqu'aux dents, et une salle. Dans la salle, 3 personnes. Le chef et 2 subalternes s'assoyaient tout de suite. Le chef, pas très grand, noirâtre, richement vêtu, parlait de manière posée et était étonnamment gentil. Niklard resta bouche bée en entendant ce dernier lui présenter ses excuses pour le dérangement et la gêne occasionnée et lui assurer qu'il ne lui serait fait aucun mal. Mais il n'était pas dupe. Ces gens-là lui rappelaient trop Bonaparte. La comparaison se révéla singulièrement juste. C'était précisément Bonaparte qui les intéressait. Niklard aurait pu s'en douter, car avec sa langue trop bien pendue, il s'était fourré lui-même dans le pétrin. Interrogé, il commença à parler. On l'admonesta, lui rappelant de dire la stricte vérité, sans enjolivure. On lui demanda gentiment, mais fermement, et celui qui l'avait admonesté, l'homme richement vêtu, ne cessait de jouer avec une dague ferrée, et ses yeux étaient terrifiants et mauvais. Niklard, le fils du fabricant de cercueils de la jalousie, raconta la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il raconta comment, ce matin du 9 septembre, à la jalousie, Bonaparte, un chasseur de primes, avait tué la bande de rats jusqu'au dernier, n'épargnant la vie que d'une seule brigande, la plus jeune, celle qu'on appelait Falca, comment le bourg tout entier s'était rassemblé pour assister à l'exécution de la prisonnière, et combien les habitants furent déçus que Bonaparte ne l'achève ni même de la torture. Les villageois ne revinrent pas, et il ne fit rien d'autre que ce que le commun des hommes fait subir à sa femme le samedi soir en rentrant de l'auberge. Il lui donna quelques coups de pied, la frappa à plusieurs reprises en pleine gueule, et ce fut tout. Le petit monsieur richement vêtu, qui jouait avec sa dague, resta silencieux, tandis que Niklard poursuivait son récit. Sous les yeux de Falca, Bonaparte avait tranché la tête des rats morts, et de la même façon qu'on enlève un à un les raisins d'une brioche, il leur avait ôté leurs boucles d'oreilles, en or, les unes après les autres. Devant ce spectacle, Falca, ligoté à une barre d'attache, n'avait cessé de rendre tripes et boyaux et de sangloter. Il raconta aussi comment, plus tard, Bonaparte avait attaché au cou de la jeune fille un collier, comme à un chien, puis il l'avait traîné jusqu'à l'auberge sous la tête de la chimère. Et ensuite, poursuivit le garçon qui se passait sans cesse la langue sur les lèvres, sieur Bonaparte s'est commandé une bière, car il avait affreusement transpiré, et sa gorge était sèche. Et puis, juste après, il s'est écrit qu'une lubie venait de lui traverser l'esprit, qu'il était prêt à offrir un bon cheval et 5 florins en espèces sonnantes et trébuchantes au premier qui s'avancerait. Ce furent ses propres termes, et donc je me suis aussitôt porté volontaire, sans attendre qu'autre le fasse à ma place, parce que j'avais une terrible envie d'avoir un cheval et un peu de soie, moi. Le père ne me donne rien, tout l'argent qu'il gagne avec ses cercueils, il le dépense à la taverne. Donc je me suis avancé et j'ai demandé quel cheval je pouvais avoir, en me disant que je pourrais choisir parmi ceux des rats. Sieur Bonaparte m'a regardé si longuement que j'en avais la chair de poule, et il m'a dit que tout ce que j'allais avoir, c'était un bon coup de pied au cul, et que pour le reste, il faudrait travailler. J'avais plus le choix. Chose promise, chose due, comme on dit le proverbe. D'autant que les montures des rats étaient belles et bien encordées à la barre d'attache. La morelle de Falca, surtout, était d'une rare beauté. Ensuite, sieur Bonaparte m'a donné ses instructions. Je devais aller jusqu'à Clermont en faisant une halte à Fano sur le cheval que je choisirais. Il avait dû voir que la jument Morel m'était tombée dans l'œil, mais il m'a précisément interdit de prendre celle-là. J'ai donc choisi un alezan avec une étoile blanche. Peu importe les robes des chevaux, le sermonna Stéphane Skellen. Parle-moi plutôt des choses concrètes. Dis-moi, quelle était la mission que Bonaparte t'a confiée? Sympa le samedi soir chez eux. C'est vrai que c'est sympa finalement, qui sait qui n'a pas rêvé d'être attaché à un poteau pendant qu'on accroche un collier et des têtes de cadavres à côté de soi. Est-ce que c'est pas ça finalement le rêve américain? Ça là c'est un samedi soir de qualité, hein. On est finalement bien mieux, nous tous avec notre tasse de thé en train de découvrir des histoires plutôt que de vivre ça. Sieur Bonaparte avait écrit des lettres, et il m'a ordonné de bien les cacher. Il m'a dit d'aller à Fano et à Clermont,
car c'était là que se trouvaient les personnes à qui je devais remettre les écritures en main propre. Des lettres? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Comment est-ce que... Pardon. Et comment est-ce que j'aurais pu le savoir, mon bon monsieur? Pour la lecture, j'ai un peu de mal, et puis les lettres étaient cachetées, du sceau de monsieur Bonnard. Mais à qui étaient-elles adressées, ces lettres, tu t'en souviens? Et comment donc que je m'en souviens? Monsieur Bonnard m'a fait répéter le nom de chacun des destinataires une bonne dizaine de fois, pour que j'oublie pas. Je suis arrivé où il fallait, sans me perdre, et je remis les lettres à qui il fallait, en main propre. Ceux-là m'ont félicité, m'ont dit que j'étais un gars débrouillard, et un riche marchand m'a même donné un dinar. À qui as-tu remis ces lettres? Sois plus clair. La première missive était pour maître Esterhazy, le fourbisseur d'armes et l'armurier de Fano. La deuxième pour sieur Auveganel, un marchand de Clermont. Ont-ils ouvert les lettres en ta présence? L'un d'eux a-t-il dit quelque chose en la lisant? Fouille ta mémoire, mon garçon. Mais puisque je vous dis que je me souviens plus, j'ai pas fait attention sur le moment, puis cette heure-là non plus, ça veut pas venir. Sans élever la voix, Skellen s'adressa à ses lieutenants. Mune, hola, emmenez ce pecno dans la cour, ôtez-lui son caleçon et donnez-lui 30 coups de nagaïka bien sentis. Ça me revient, beugla le garçon, ça vient juste de me revenir. Pour rafraîchir la mémoire, rien de tel que des noisettes au miel ou des coups de nagaïka au cul, constata Chahuan en montrant les dents. Parle. À Clermont, quand le marchand Auveganel a lu la missive, il y avait un autre seigneur avec lui, de petite taille, un vrai bras. C'est à lui que M. Auvegnat a parlé. Il a dit qu'on lui écrivait justement qu'on allait bien vite avoir au théâtre des jeux comme on n'en avait jamais vu. C'est ce qu'il a dit. Tu n'affabules pas? Sur la tombe de ma mère, je le jure. Ne me faites pas battre, mon beau monsieur, ayez pitié. Allons, allons, relève-toi. Ne bave pas sur mes chaussures. Tiens, un dinar pour toi. Merci 1000 fois, mon bienfaiteur. Je t'ai dit de ne pas baver sur mes chaussures. Hola, Moon, vous y comprenez quelque chose? Qu'est-ce que le théâtre a à voir avec... Amphithéâtre, dit soudain Boréas Moon. Pas théâtre, mais amphithéâtre. Oui, da, s'écria le garçon, c'est ça qu'il a dit. Comme si vous y étiez, mon bon monsieur. Un amphithéâtre et des jeux? Olarsheim frappa son poing contre la paume de sa main. C'est un code, pas très recherché. Voyons... C'est facile. L'allusion au jeu, c'est un avertissement contre des poursuivants. Bonnard les a prévenus pour qu'ils filent. Mais pour échapper à qui? Nous? Qui sait? Répondit Chahuan pensif. Qui sait? Il va falloir envoyer du monde à Clermont. Et aussi à Fano. Tu vas t'en charger, Ola. Tu vas répartir les tâches. Écoute un peu, mon garçon. À vos ordres, mon bon monsieur. Si je comprends bien, lorsque tu as quitté la jalousie avec les lettres de Bonnard, lui est resté là-bas. Mais s'apprêtait-il à se mettre en route? Était-il pressé? Peut-être a-t-il dit où il avait l'intention d'aller? Non, il n'a rien dit. Il n'avait pas du tout l'air de quelqu'un sur le point de partir. Il a ordonné qu'on lave ses vêtements, qui étaient couverts de sang, et lui-même se promenait en simple chemise de corps et un caleçon. Mais il avait gardé son épée, attachée à son ceinturon, sauf que je crois qu'il était quand même pressé. Il avait tout de même tué les rats et leur avait coupé la tête en vue de récupérer une récompense. Il devrait bien aller la réclamer. Et cette Falca aussi, il l'avait attrapée pour la livrer vivante à quelqu'un. C'est bien là sa profession, non? Cette Falca... L'as-tu bien regardée? Quoi? Qu'as-tu rire à rire, imbécile? Oh, mon bon monsieur, si je l'ai bien regardée, et comment? Sous toutes les coutures? Vous avez compris? La subtilité. Quelques coups de pied et le sommeil arrive direct. Écoute, c'est pratique, c'est vrai, la technique des coups de pied. Petite claque bien placée là. C'est comme quand à l'école, tu te prends un petit taquet derrière la tête et ouf, tout de suite ça réfléchit plus vite. Le piège du nom de Auveganel, c'est le nom de famille de mon compagnon, c'est toujours super dur pour les gens à prononcer. Non mais oui, alors après en vrai c'est pas le plus compliqué parce que c'est un assemblement de lettres que t'as pas l'habitude de voir, du coup quand mon cerveau il le voit dans la lecture, il bug un peu, c'est pour ça que genre il y a une mini pause de quelques dizaines de secondes, mais je trouve les plus durs à prononcer c'est tous les noms elfiques parce que c'est des enchaînements de sonorités qui n'existent pas dans la langue française et même dans la langue de façon générale, et du coup parfois genre je suis devant et je suis comment on dit? Trop compliqué.
Ah non, j'ai lu la phrase d'après. Non, non, j'aime pas ce qui arrive. Déshabille-toi, répéta Bonnart. Au son de sa voix, Ciri se recroquevilla instinctivement, mais la révolte prit le dessus. Non! Elle ne vit pas arriver le coup de poing. Elle ne perçut même pas le mouvement du bras. Un éclair brilla devant ses yeux. La terre vacilla, se déroba sous elle et elle ressentit soudain une cuisante douleur à la hanche. Sa joue et son oreille étaient brûlantes. Elle comprit alors qu'il ne l'avait pas frappé avec le poing, mais avec le plat de la main. Il se tenait debout, au-dessus d'elle. Alors qu'il approchait son poing serré de son visage, elle vit la lourde chevalière en forme de tête de mort qui venait de la piquer sur la joue, tel un frelon. « Tu m'es redevable d'une dent de devant, dit-il d'un ton glacial. C'est pourquoi, la prochaine fois que j'entends le mot non sortir de ta bouche, je te casse 2 dents d'un coup. Déshabille-toi. » Elle se leva, chancelante, et de ses mains tremblantes commença à défaire les boutons et les boucles de ses vêtements. Un murmure s'éleva parmi les habitants du bourg présents à l'auberge, sous la tête de la chimère. Certains se raclèrent la gorge, d'autres écarquillèrent les yeux. La maîtresse de l'auberge, la veuve Goulue, se pencha derrière son compagnon, faisant mine d'y chercher quelque chose. Ah mais en plus il fait ça en public, mais c'est horrible. Enlève tout, jusqu'au dernier chiffon. Ils ne sont pas là, se répéta Ciri en se déshabillant et en regardant obstinément le sol. Il n'y a personne ici, et moi non plus je ne suis pas là, je ne suis pas là du tout. Ce qui va se passer maintenant ne me concerne pas le moins du monde. Bonnart éclata de rire. Ah, j'ai comme l'impression qu'il dirait que tu te surestimes. Laisse-moi dissiper tes illusions. Si je t'ai ordonné de te déshabiller, idiote, c'est pour vérifier que tu n'as pas sur toi des signes magiques, d'ec ou d'amulettes cachées, et pas pour admirer ta déplorable nudité. Ne va pas t'imaginer je ne sais quoi. Tu n'es qu'une fille maigre, aussi plate qu'une planche, et par-dessus le marché, laide comme un pou. Par ma foi même, si ça me démangerait, je préférerais me taper un dindon. Toujours très classe. Mais au moins, on sait qu'il va pas se passer quelque chose d'horrible dans les pages qui suivent, quoi. Caïr et son nom à rallonge. Ah, c'est vrai que Caïr, purée. Franchement, il pourrait mettre juste Caïr à chaque fois, ça serait largement mieux, mais non, faut qu'il décide de mettre son nom hyper trop chiant à lire. Caïr, Kawep, nanana. Il se rapprocha du bout de sa chaussure, il éparpilla les vêtements et toisa du regard Ciri. « Enlève tout, j'ai dit. Les boucles d'oreilles, les bagues, le collier, le bracelet. » Quel crétin celui-là. Ouais, c'est dérangeant qu'il fasse ça en public quand même. C'est vrai que si c'est juste pour vérifier s'il n'a pas des signes magiques sur elle, il pourrait vraiment le faire dans une chambre, quoi. Pas obligé de l'humilier. Il rassembla soigneusement tous ses bijoux. D'un coup de pied, il rejeta dans un coin son gilet au sol de renard bleu, ses gants, ses foulards multicolores et sa ceinture aux maillons d'argent. Allez, humiliation publique, là, la finesse. Non, mais c'est pas drôle, mais en fait, ça me fait rigoler parce que... D'abord, dans l'histoire, vous étiez tous en train de profiter, tu vois. Je vous imagine en train de fermer les yeux, de profiter de l'histoire. Et là, d'un seul coup, j'ai dit ces quelques lignes, et tout le monde dans le chat qui est « Au secours, c'est une honte, pourquoi il fait ça? Quel crétin, la finesse, humiliation publique !» Du coup, ça me fait beaucoup rire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ne vous inquiétez pas. Tu ne paraderas plus tel un perroquet ou une demi-elfe sortie d'une maison de tolérance. Tes autres fripes, tu peux te les remettre. Et vous, qu'est-ce que vous avez à zioter? La Goulue, apporte-moi quelque chose à manger, j'ai faim. Et toi, le ventru, va voir où en est le nettoyage de mes vêtements. Je suis l'Eldoraman de ces lieux. Un officiel, ça tombe bien, s'exclama Bonnart. Sous le poids de son regard, l'Eldoraman de la jalousie semblait fondre littéralement. Le pire restera pour toi, Dijkstra. Oui, c'est toujours dur, Dijkstra, mais depuis que vous m'avez aidé à le décortiquer, ça va. Je bug un peu moins, mais c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment pas envie de lire son nom, quoi. Si mes habits ont été endommagés au lavoir, je t'en tiendrai personnellement responsable. Allez, Oust, va voir où ça en est. Quant à vous autres, fichez-moi le camp. Et toi, le freluquet, qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Tu as les lettres, le cheval est scellé, alors en route et au galop. Et souviens-toi, si tu me fais faux bond,
Si tu perds les lettres et que tu confonds les adresses, je te retrouverai. Et te matinerai tant que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. J'y cours, mon bon monsieur, j'y cours, j'y cours. Ce jour-là, reprit Ciri en serrant les lèvres, il me frappa de nouveau par 2 fois. D'abord avec son poing, puis avec sa cravache. Ensuite, lassé de me donner des coups, il s'assit et me regarda sans un mot. Il avait des yeux comme ceux d'un poisson, sans cils, sans sourcils, des espèces de globules vitreux avec, perdu au centre, un noyau noir. Ses yeux plantés sur moi, il ne disait rien. Cette attitude me troublait davantage que s'il m'avait abattu. Je ne savais pas ce qu'il manigançait. Visigota ne disait rien. Des souris traversèrent la pièce. Il demandait tout le temps qui j'étais, et moi je ne répondais pas, adoptant face à Bonart la même attitude que lorsque j'étais prisonnière des attrapeurs dans le désert de Korat. Je m'étais réfugié au plus profond de moi-même, si tu vois ce que je veux dire. Les attrapeurs disaient de moi que j'étais un pantin, et j'étais en effet un pantin de bois, insensible et sans vie. Je regardais d'en haut tout ce qu'on faisait à ce pantin en me répétant « Qu'est-ce que ça peut faire qu'on le batte, qu'on lui donne des coups de pied, qu'on lui mette un collier comme un chien? Ce n'est pas moi en bas, je ne suis pas là. Tu comprends ?» « Je comprends, assura Visigota en hochant la tête. Je comprends, Ciri. Le jeu vidéo m'a facilité la lecture de son nom à Digextra. Bah c'est sûr, après si tu l'as entendu une première fois, mais la première fois que j'ai vu ce nom, c'était dans la lecture. Du coup, j'avoue que j'étais... Ah. Ensuite, tribunal suprême, ce fut notre tour. Le tour de notre groupe. C'est Neratin Seka qui en avait pris le commandement. On nous avait également adjoint Boreas Mun, un pisteur. On racontait qu'il pouvait pister un poisson dans l'eau. Il paraît même qu'un jour, Boreas Mun, le témoin s'abstiendra de faire des digressions. Pardon? Ah oui, j'ai saisi. Donc on nous a ordonné de filer à bride abattue en direction de Fano. C'était le 16 septembre, au petit matin. Neratin Seka et Boreas Munk chevauchèrent à l'avant. Derrière eux, côte à côte, avançaient Cabernic Turrent et Cyprien Philippe le Jeune, suivis de Kenna Selborn et Chloé Stitz. Andrés Virni et Dédé Vargas fermaient la marche. Ces derniers chantaient une chanson de soldats à la mode, sponsorisée par le ministère de la Guerre. Ils font des petits topés avec Toby Winshep, trop bien. Dame, bienvenue dans l'armée impériale. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'empereur. Comment ça va, l'empereur? Dame Thibaut, ça va bien. Aujourd'hui, on va torturer Ciri. De toutes les chansons de Bidas, celle-ci se distinguait par la pauvreté affligeante de ses rimes et un irrespect désarmant pour les règles grammaticales. Elle avait pour titre « À la guerre », car tous les couplets, et il y en avait plus de 40, commençaient par ces mots. À la guerre, diversement surviennent les choses. Un jour, une tête est arrachée, un autre jour, annonce est faite au soir morose, qu'un homme a vu sur le sol ses tripes se déverser. Kenna sifflotait doucement en cadence. Elle était contente d'être parmi des gens qui lui étaient familiers, qu'elle avait appris à bien connaître au cours du long trajet qui menait d'Étolie à Roken. Après sa conversation avec Shahuyan, elle s'attendait à être affectée ailleurs et peut-être envoyée rejoindre le groupe composé des hommes de Brigden et de Arsheim. À l'instar de Thiel et Charles par exemple, mais l'elfe connaissait la plupart de ses nouveaux camarades et, eux aussi, le connaissaient bien. Ils avançaient au pas, bien que Dacre Silifiant leur ait ordonné de galoper à bride d'attue. Mais c'étaient des professionnels. Tant qu'on ne pouvait les voir du fort, ils avaient foncé, soulevant des tourbillons de poussière, mais ensuite, ils avaient ralenti l'allure. Seuls les morveux et les amateurs surmenaient leurs chevaux et les faisaient courir au triple galop. La précipitation, c'était bien connu, ne servait qu'à attraper les puces. Je suis plus de Chamax et sa galère avec le prénom. Aïe aïe aïe. Digixtra, tous les noms, les gens qui ont un prénom trop chiant à prononcer, tous les gens qui ont un nom elfique, aïe aïe aïe, c'est généralement une galère pour moi. Chloé Stitz, voleuse professionnelle d'Ilmac, racontait à Kenna comment s'était passée sa précédente collaboration avec Stéphane Skellen. Cabernic Turrent et Fripp le Jeune
tirèrent sur leurs rênes et tendirent l'oreille. Ils observaient fréquemment les deux jeunes femmes. Je le connais bien, je servi plusieurs fois sous lui. Chloé se mit à bafouiller, comprenant l'ambiguïté de ses paroles, puis elle se mit aussitôt à rire avec légèreté et insouciance. J'ai aussi servi sous son commandement, pouffa-t-elle, mais n'aie pas peur, Kenna. Ce n'est pas obligatoire avec Shaoyan. Il ne s'est pas imposé. C'est moi qui, à l'époque, cherchais une occasion et je l'ai trouvée. Et pour que les choses soient claires, je ne dirais que ce n'est pas un bon moyen pour obtenir de lui aide et protection. Je ne vois rien dans ce goût-là, siffla Kenna du bout des lèvres en regardant avec arrogance Turent et Fripp qui lui souriait d'un air lubrique. Cela dit, je n'ai pas eu peur en t'écoutant. Je ne me laisse pas effrayer par n'importe quoi, et certainement pas par un zob. Décidément, vous ne savez pas parler d'autre chose, constata Boreas Mun en stoppant son étalon aubert pour permettre à Kenna et Chloé de revenir à sa hauteur. Mais ici, ce n'est pas contre des zobs qu'on va guerroyer, mesdames, poursuivit-il en cheminant à présent auprès des jeunes femmes. Quiconque le connaît sait que Bonnard est imbattable au combat à l'épée. Je serais heureux d'apprendre qu'entre Sieur Skellen et lui, il n'y ait ni chicane, ni représailles, que tout ça ne serait qu'un feu de paille. Moi, ça dépasse mon entendement, reconnut Andrés Vierny, resté un peu en arrière. On devait apparemment pourchasser un magicien, c'est pour ça qu'on nous a fourni un pion. Selborn Kenna, ici présente, et voilà qu'il est maintenant question de Bonnard et d'une certaine jeune fille. Bonnard est un chasseur de primes, expliqua Boreas Mun en se raclant la gorge. Il avait conclu un accord avec Skellen, et il lui a fait faux bon. Bien qu'il ait promis à Sieur Skellen de tuer la dite jeune fille, il l'a laissée en vie. Sûrement parce qu'un autre lui a promis une plus grosse récompense s'il la leur amenait vivante, fit remarquer Chloé Stitz en haussant les épaules. Ils sont comme ça, les chasseurs de primes. L'honneur, ils ne savent pas ce que c'est. Bonnard était différent, objecta Fripp le jeune en regardant autour de lui. Il ne manquait jamais à sa parole dès lors qu'il l'avait donnée. C'est ça le plus étonnant dans l'histoire. Et pourquoi cette jouvencelle serait-elle donc si importante? Celle qui devait être tuée et qui ne l'a pas été? Petit combat entre Bonnard et Gérald, ça peut être pas mal. Ça serait grave lourd. Après, je pense que Gérald a intérêt de prendre des bonnes potions, parce que vu son état physique avec sa jambe abîmée, il risque de perdre. Mais je pense que ça peut mettre un combat épique. Écoute, si, je te le promets, Eva, si on a un combat entre Bonnard et Gérald, je mettrai toute mon énergie avec la musique qui va avec pour vous faire vivre ce combat. Et qu'est-ce que ça peut nous faire, se renfrogna Boreas Mun. Nous, on obéit aux ordres, et Sieur Skellen est en droit d'attendre ce qui lui revient. Bonnard devait zigouiller Falca, et il ne l'a pas fait. C'est le droit de Sieur Skellen d'exiger qu'il lui en rende compte. Ce Bonnard, répéta Chloé Stitz avec conviction, a l'intention de récolter plus d'argent, en la ramenant vivante plutôt que morte. Voilà tout le mystère. C'est ce qu'a tout de suite pensé monsieur le coroner, dit Boreas Mun, que Bonnard avait promis à l'un des barons de Gézo, qui en voulait terriblement à la bande des rats, de lui amener Falca vivante afin qu'il puisse s'amuser avec elle et la torturer à sa guise. Mais au bout du compte, il n'en était rien. On ne sait pas pourquoi, ni pour qui, Bonnard garde Falca vivante, mais c'est sûrement pas pour ce baron. Monsieur Bonnard, haletant et pantelant, le gros Elderman de la jalousie entra dans l'auberge. Monsieur Bonnard, des hommes armés ont pénétré dans le bourg. Ils sont à cheval. Ça me fait une belle jambe. Bonnard essuya son assiette avec un morceau de pain. S'ils étaient arrivés à d'autres singes, là, il y aurait eu de quoi s'étonner. Combien sont-ils? 4. Et mes habits? Ils sont tout juste lavés, ils ne sont pas encore secs. Le diable vous emporte. Il va falloir que je reçoive mes invités en caleçon. Mais en vérité, à chaque visiteur, l'accueil qu'il mérite. Il ajusta le ceinturon de son épée sur son linge de corps, fourra les cordons de son caleçon dans ses chaussures, secoua la chaîne reliée au collier de Ciri. Debout, petite rate. Lorsqu'il sortit avec elle sur le perron, les 4 cavaliers étaient déjà près de l'auberge. On voyait qu'ils avaient parcouru bien du chemin et traversé bien des tempêtes. Leurs vêtements, leurs harnais et leurs chevaux
étaient recouverts d'une croûte de poussière et de boue. Ils étaient 4, mais ils avaient avec eux un 5e cheval, de sous-verge. Ciri, en le voyant, eut soudain une bouffée de chaleur, bien que la journée fût particulièrement fraîche. C'était sa jument. Elle portait toujours sa selle et le frontail offert par Missel. Les chevaux appartenaient aux hommes qui avaient tué Hotsporn. Ils s'immobilisèrent devant la taverne. L'un d'eux, sans doute le meneur, s'approcha et souleva devant Bonnart son colbac de martre. Il avait le teint basané et portait une moustache noire qui semblait avoir été dessinée au charbon au-dessus de sa lèvre supérieure. Ciri constata que celle-ci se contractait à intervalles réguliers, et ce tic donnait en permanence à l'homme un air furieux. Mais peut-être, après tout, l'était-il. « Salut, monsieur Bonnart. »« Salut, monsieur Inbra. Messire ?» Sans hâte, Bonnart attacha la chaîne de Ciri à un crochet sur un poteau. « Excusez-moi de vous recevoir en un inexpressible, mais je ne vous attendais pas. Vous avez parcouru une longue route, une très longue route, depuis Gézo jusqu'à ici, Ebeng. Et comment se porte ce cher baron? Est-il en bonne santé ?»« Il se porte comme un charme, répliqua le basané en contractant sa lèvre supérieure. Mais on n'a pas de temps à perdre en causerie. Nous sommes pressés. Je ne vous retiens pas en ce qui me concerne, dit Bonnart en tirant sur son caleçon et son ceinturon. La nouvelle nous est parvenue que tu avais tué les rats. C'est vrai. Et que, conformément à la promesse faite au baron, reprit le basané en faisant toujours mine de ne pas voir Ciri sur le perron, tu aurais pris Falca vivante. Ça aussi, ça m'a toujours l'air d'être vrai. Alors, tu as réussi, là où nous n'avons pas eu de chance. Le basané jeta un coup d'œil au cheval de Ciri. Bon, on emmène la jouvencelle et on rentre chez nous. Rupert, Starvo, emmenez-la. Du calme, Imbra, l'arrêta Bonnart en levant la main. Vous n'emmenez personne, et ce, pour la bonne raison que je ne vous la donnerai pas. J'ai changé d'avis. Je vais garder cette fille pour mon usage personnel. Pardon? Qui-je? Que lis-je? On est où? Dans quel monde? Bon là, ce monde, il est temps pour moi d'aller dormir. J'écouterai la suite demain. Hâte d'écouter ton ressenti à la fin de ce chapitre. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Lady Loapia, puis bah écoute, bonne fin de soirée à toi. Repose-toi bien, puis bon courage pour la semaine à venir. Et puis bah oui, je doute pas que la suite va être très bien. Du coup, dis bisous et à bientôt. Alors, reprenons. Le basané, dénommé Inbra, se pencha sur sa selle, se racla la gorge et cracha un glaire qui atterrit ostensiblement au pied des marches du perron. Mais enfin, tu l'as promise au baron. C'est vrai, j'ai promis. Mais j'ai changé d'avis. Quoi? Ai-je bien entendu? Que tu aies bien entendu ou pas, Inbra, ce n'est pas mon problème. Tu as été reçu pendant 3 jours au château. En échange de la promesse que tu as faite au baron, tu as eu à boire et à manger, à profusion, les meilleurs vins de la cave, des pains rôtis, du chevreuil, des pâtés, et du carassin à la crème fraîche. 3 nuits, tu as dormi dans un duvet de plumes, et maintenant, tu viens me raconter que tu as changé d'avis? C'est bien ça? Bonnart se taisait, le visage las et parfaitement indifférent. Imbra serrait les dents pour contenir les tremblements de ses lèvres. Es-tu bien conscient, Bonnart, qu'on peut enlever la rate par la force? Je ne parierai pas là-dessus. Le visage de Bonnart se figea, et la pointe d'amusement et de lassitude qu'il affichait, jusqu'ici, disparut. Essayez. Vous êtes 4, je suis seul, et en caleçon en plus. Mais j'ai pas besoin de mettre mes braies pour des enflures comme vous. Imbra cracha de nouveau. Il secoua ses rênes et fit tourner bride à son cheval. Enfin, Bonnart, que t'est-il arrivé? Tu es connu pour être un professionnel solide, honnête, qui tient immanquablement sa parole, et aujourd'hui, ta parole vaut moins que de la merde. Et comme on juge un homme d'après sa parole, il en résulte que tu es... Puisqu'on en est aux paroles, l'interrompit froidement Bonnart, en maintenant sa main sur la bouche de son ceinturon. Prends garde, Imbra, de ne pas en laisser échapper une de trop. Je pourrais bien te faire ravaler tes propos en te brognant la pomme d'Adam. Tu es bien hardi pour un homme seul face à 4 adversaires. Aurais-tu autant de hardiesse comme 14 ans contre 4 hommes? Parce que je peux t'assurer que le baron Casadei ne laissera pas se camoufler impuni.
Je te dirai bien ce que j'en fais de ton baron, mais la foule arrive, et il y a là des jeunes filles et des enfants. Donc, je ne te dirai qu'une seule chose. Dans quelques 10 jours, je serai à Clermont. Que celui qui veut faire valoir ses droits, venger ce camouflet, ou m'enlever Falca, s'y rende aussi. J'y serai. Je t'attendrai. Et maintenant, foutez le camp d'ici. Je vais certainement m'écrouler juste avant la fin et me faire le replay à play. Bah écoute, y a pas de souci dans tous les cas. C'est fait pour ça aussi, donc profite de... de passer un bon moment, de te détendre avec nous, t'inquiète pas. Puis si tu t'endors, bah, tu écouteras la suite après et c'est bon signe, c'est que tu passes un bon moment. Ils avaient peur de lui, terriblement peur, je ressentais leur terreur. Kelpie hennit bruyamment, secoua la tête. Ils étaient 4, armés jusqu'aux dents, et lui était seul. Vêtu d'un caleçon reprisé et d'une misérable chemise effrangée, aux manches trop courtes. Il aurait été comique s'il n'avait pas été aussi effrayant. Visigoths ne disait rien. Il plissait ses yeux qui larmoyaient à cause du vent. Il se tenait sur la montée qui dominait les marais de Pirput, non loin de l'endroit où, 2 semaines auparavant, le vieillard avait découvert Ciri. Le vent faisait ployer les roseaux et ondulait la surface de l'eau. L'un des 4 hommes, continua Ciri en laissant sa jument pénétrer dans l'eau et s'abreuver, avait une petite arbalète près de sa selle, et je voyais sa main se diriger vers elle. Je pouvais presque entendre ses pensées, je sentais sa peur. Aurais-je le temps de l'attendre, de tirer? Et que se passera-t-il si je rate ma cible? Bonnart, lui aussi, voyait l'arbalète et la main de l'homme. Il entendait ses pensées, j'en suis certaine, tout comme je suis certaine que le cavalier n'aurait pas eu le temps de tendre son arme. Kelpie leva la tête, s'ébroua, fit teinter les anneaux de ses morts. Je comprenais de mieux en mieux entre quelles mains j'étais tombé, mais je n'arrivais toujours pas à cerner ses motivations. Tout en les écoutant parler, je me souvenais de ce qu'avait dit Hotsporn peu de temps auparavant. Ce baron Casadei me voulait vivante, et c'est ce que Bonnart lui avait promis. Ensuite, il avait changé d'avis. Pourquoi? Voulait-il me céder au plus offrant? Avait-il deviné par je ne sais quel miracle qui j'étais réellement? Son intention était-il de me donner au Nilfgaardien? Nous avons quitté le bourg avant la nuit. Il m'a permis de chevaucher Kelpie, mais il m'avait ligoté les mains et tenait en permanence la chaîne attachée à mon collier. Jamais il ne la lâchait. Nous avons chevauché une nuit et une journée entière, sans quasiment nous arrêter. J'ai cru mourir d'épuisement. Ce n'est pas humain, c'est le diable incarné. Où t'a-t-il conduite? Dans un trou, du nom de Fano. Lorsque nous sommes entrés dans Fano, tribunal suprême, le crépuscule était déjà tombé. Il faisait aussi noir que dans un four. On n'était que le 16 septembre, mais il faisait sombre et un froid de tous les diables. On se serait cru en novembre. Nous n'avons pas eu à chercher longtemps l'atelier de l'armurier, car c'était la plus grande enceinte de tout le village. Qui plus est, on pouvait entendre les marteaux qui s'abattaient sans relâche sur le fer. Nérantine séca. Vous notez en vain son nom, monsieur le scribe, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Nérantine est mort, on l'a tué dans un village nommé Unicorne. Le témoin est prié de ne pas faire d'observation au greffier, que le témoin poursuive sa déclaration. Nérantine frappa à la porte. Gentiment, il a expliqué qui on était et la raison de notre venue, et il a gentiment demandé audience. On nous laissa entrer. L'atelier du fourbisseur d'armes était une belle bâtisse. C'était plutôt une forteresse avec des palissades aux poutres de pin, des tourelles aux douves en chêne sur les murs à l'intérieur du mésel. Les détails architecturaux n'intéressent pas le tribunal. Le témoin voudra bien en arriver au fait. Auparavant, toutefois, merci de bien vouloir répéter, pour le protocole, le nom de l'armurier. Esterhazy, tribunal suprême. Esterhazy de Fano. Je pense que ce Esterhazy de Fano risque d'avoir quelques ennuis. L'armurier Esterhazy regarda un long moment Boreas sans se hâter de répondre à la question posée. Peut-être bien que Bonnart est passé par ici,
dit-il enfin en jouant avec un petit sifflet en os qui pendait à une chaîne autour de son cou. Ou bien, peut-être que non, qui sait. Ici, messieurs, dames, vous êtes dans un atelier où l'on fabrique des épées. À toutes les questions concernant les épées, que nous vous donnerons volontiers, et sans tergiverser une réponse détaillée, mais je n'ai aucune raison de répondre à des questions concernant nos hôtes ou nos clients. Kenna sortit un mouchoir de sa manche et fit mine de s'essuyer le nez. On peut en trouver une de raison, dit Nerantine Secca. Vous pouvez la trouver vous-même, sieur Esterhazy. Ou je peux m'en charger, que préférez-vous? Sous des aspects efféminés, le visage de Nerantine pouvait être dur et sa voix menaçante, mais le fourbisseur se contenta de pouffer en jouant avec son sifflet. Vous me proposez de choisir entre la corruption et la menace? Je refuse. L'un et l'autre sont, à mon sens, tout juste dignes d'un crachat. Rien qu'une petite précision, ajouta Boreas Mun en s'en raclant la gorge. Est-ce trop demandé? Nous ne connaissons pourtant pas d'aujourd'hui, monsieur Esterhazy, et le nom du coroner Skellen ne vous est pas étranger. C'est exact, l'interrompit l'armurier. Les méfaits et les frasques liés à son nom ne me sont pas étranges non plus. Mais nous sommes ici à Ebbing, un royaume autonome et indépendant, seulement en apparence, mais tout de même. C'est pourquoi nous ne vous dirons rien. Allez votre chemin. En guise de consolation, sachez que si, dans une semaine ou un mois, quelqu'un venait à nous interroger sur vous, il n'en obtiendrait pas davantage. Mais enfin, monsieur Esterhazy, n'ai-je pas été suffisamment clair? Soit, oust, du balai. Chloé Stitz émit un sifflement furieux. Fripp et Vargas laissèrent leurs mains glisser vers leurs armes. Andrés Vierny posait le poignet sur la hache d'armes qu'il portait le long de la cuisse. Nerantine Secca ne fit pas un geste, son visage ne trembla même pas. Kenna vit qu'il ne quittait pas le sifflet en os du regard. Avant d'entrer, Boreas Mun les avait prévenus. Le coup de sifflet était un code pour les gardes du corps qui veillaient, invisibles, à la sécurité de l'armurier. De fervents spadassins surnommés dans l'atelier les contrôleurs de la qualité des produits. Mais Nerantine et Boreas avaient pensé à tout. Ils avaient gardé un joker dans la manche. Kenna Selborn, la psionique. Dès qu'ils étaient entrés, Kenna avait sondé le fourbisseur, lui envoyant des délicates impulsions, s'insinuant prudemment dans la forêt de ses pensées. À présent, elle était prête. En approchant le mouchoir de son nez, le danger d'une hémorragie était toujours possible, elle se glissa insidieusement dans le cerveau d'Esterhazy qui se mit à suffoquer et à rougir, s'agrippant des deux mains à la table derrière laquelle il était assis, comme s'il craignait qu'elle s'envole vers les paradis chauds avec sa pile de factures, son encrier et le presse-papier, représentant une nécréide batifolant avec 2 tritons à la fois. Du calme, lui ordonna Kenna, ce n'est rien. Tu as juste envie de nous raconter ce qui nous intéresse. Tu sais parfaitement ce que nous voulons savoir. Et les mots en toi brûlent déjà de se libérer. Vas-y, lance-toi. Tu verras, dès que tu auras commencé à parler, tu n'entendras plus les bruits dans ta tête, ni les battements dans tes tempes, ni le bourdonnement dans tes oreilles. Et le tremblement de ta mâchoire cessera, lui aussi. Bonnard, dit Esterhazy d'une voix chevrotante, en ouvrant la bouche plus souvent que ne l'exigeait l'articulation syllabique. Est passé ici voilà 4 jours, le 12 septembre. Il avait avec lui une jeune fille qu'il appelait Falca. Je m'attendais à cette visite car 2 jours auparavant j'avais reçu une lettre de sa part. De sa narine gauche s'écoula un mince filet de sang. « Parle, lui ordonna Kenna, parle, dis-nous tout. Tu verras comme tu te sentiras soulagé. » Coup dur pour Bonnard, hein. Sans se lever de derrière la table en chêne, l'armurier Esterhazy observait Ciri avec curiosité. « C'est pour elle, l'épée dont tu parlais dans ta lettre, devina-t-il en tapotant avec son porte-plumeau le presse-papier figurant un étrange accouplement. N'est-ce pas, Bonnard? Eh bien, jugeons plutôt. Voyons si cela concorde avec les mesures que tu m'as indiquées. Stature, 5 pieds 10 pouces, c'est ça. Poids, 120 livres. Bien, on lui donnerait moins que ça, mais c'est un menu détail. Pour la main, tu avais écrit qu'un gant numéro 5 conviendrait. Montre-moi ta main, jeune demoiselle. Eh bien, cela aussi concorde. Chez moi, tout concorde toujours, lança Bonnard d'un ton sec. As-tu pour elle un fer convenable? Dans mon atelier, répondit fièrement Esterhazy, nous n'en fabriquons point d'autre. Je comprends qu'il s'agit d'une épée qui lui servira à se battre et non à parader. Mais oui, j'oubliais, tu me l'as écrit. On trouvera sans difficulté une arme pour cette demoiselle. Étant donné sa taille et son poids, il lui faut une épée de 38 pouces, de fabrication standard.
Compte tenu de son ossature légère et de sa petite main, une mini bâtarde avec une manche rallongée de 9 pouces et un pommeau sphérique pourrait aussi lui convenir. On pourrait également lui proposer une taldague elfique, ou une saber zerrikane, ou encore une virulanka relativement légère. Montre-moi la marchandise, Esterhazy. Ah, on a la tête près du bonnet, n'est-ce pas? Eh bien, par ici, je vous prie. Dis donc, Bonnard, qu'est-ce que ça signifie par le diable? Pourquoi la tiens-tu en laisse? Pourquoi il pourrait pas? C'est dingue, ça, les gens qui posent des questions. Hop. Surveille ton nez plein de morve, Esterhazy. Ne va pas le fourrer, là où il ne faut pas, parce qu'il pourrait bien se faire pincer. Esterhazy, tout en continuant à jouer avec le sifflet qu'il avait autour du cou, regardait le chasseur de primes. Comme l'armurerie était nettement plus petit, il était obligé de lever haut la tête, mais aucune peur ne se lisait sur son visage. Bonnard retroussa sa moustache, s'éclaircit la voix. « Je ne me mêle pas, moi, de tes affaires ni de tes intérêts, dit-il d'une voix un peu moins forte, mais toujours menaçante. Cela t'étonne que j'exige la réciproque ? Bonnard, répliqua l'armurier sans ciller, lorsque tu quitteras ma maison et ma cour et que tu auras refermé la porte derrière toi, alors je respecterai ta vie privée, le secret de tes intérêts, les spécificités de ta profession, et je ne m'en mêlerai pas, sois-en sûr. Mais je ne permettrai pas qu'on malmène la dignité humaine à l'intérieur de ma maison, m'as-tu compris ? Dehors, tu peux traîner cette jeune fille derrière un cheval si l'envie t'en prend, mais chez moi, je ne tolérerai pas qu'elle porte ce collier. Aussi, tu vas lui enlever, sur le champ. Bah dis donc, il a du cran le gamin. Bonnard saisit le collier et l'ôta du cou de Ciri en la secouant au passage si violemment qu'elle tomba presque à genoux. Faisant mine de n'avoir rien remarqué, Esterhazy lâcha son sifflet. « C'est mieux comme ça, dit-il d'un ton sec. Allons-y. » Ils traversèrent une galerie et se retrouvèrent dans une autre cour, un peu plus petite, attenant à l'arrière-boutique de la forge, une autre partie s'ouvrant sur un verger. Sous un auvent qui prenait appui sur des colonnes sculptées, se trouvait une longue table sur laquelle de jeunes valets terminaient de disposer des épées. D'un geste, Esterhazy fit signe à Bonnard et à Ciri d'approcher. « Je vous en prie, voici mon offre. » Ils vinrent voir de plus près. « Tenez, commença Esterhazy en désignant la plus longue rangée d'épées. Admirez ma production. Toutes les lames ont été forgées chez nous. D'ailleurs, vous y verrez un fer à cheval, mon poisson de maître. Les prix sont compris entre 5 à 9 florins, car ce sont des standards. Celles-là, en revanche, que vous voyez ici, sont simplement montées et parachevées dans notre atelier. Les pommeaux sont importés. On peut connaître la provenance de ces épées d'après les poinçons. Celles de Mahakam sont poinçonnées de marteaux croisés. Celles de Povis d'une couronne et d'une tête de cheval, et celles de Viroleda d'un soleil, ainsi que dans leur célèbre marque de fabrique. Les moins chères sont à 10 florins. Et les autres ? C'est variable. Tenez par exemple cette magnifique Virodalenka. Esterhazy prit une épée sur le comptoir, puis se mit en garde en tournant adroitement le bras pour exécuter une feinte complexe appelée Angelica. Celle-là coûte 15 florins. C'est une pièce ancienne, dorée d'un pommeau de collection. On voit qu'elle a été faite sur commande. Le motif ciselé sur le fort indique que l'arme était destinée à une femme. Il retourna l'épée, bloqua sa main en tierce, le plat de la lame tourné vers eux. Comme sur toutes les lames de Virilodola, on peut voir l'inscription traditionnelle. Ne la sors pas sans raison, ne la rentre pas sans honneur. On continue à graver cette inscription là-bas, mais aux quatre coins du monde... Ah, faut qu'on change de musique. Est-ce qu'on passerait pas sur celle-là? Change l'ambiance sonore du coup là, il est conclu. Pam pam pam. On continue à graver cette inscription là-bas, et aux quatre coins du monde, ce sont des gredins et des imbéciles qui se procurent ces épées. L'honneur n'est plus une valeur de référence, car il ne se vend, ni ne s'achète. Que de belles paroles quand même, pour vendre une arme qui va quand même servir à buter quelqu'un.
Ne parle pas tant, Esterhazy. Donne-lui cette épée qu'elle laissait. Prends l'arme, jeune fille. Ciri se saisit de l'épée. Elle était légère, et le manche en salamandre épousait parfaitement sa main. Le poids de la lame invitait le bras à prendre le fer et à attaquer. Ça va, c'est pas trop fort pour vous, les gens du stream La musique, là, actuellement, vu que ça a changé de playlist. C'est une mini-bâtarde, rappela Esterhazy. Précision inutile. Ciri savait se servir de la poignée allongée, et les 3 doigts de la main sur le pommeau sphérique. Bonnard s'écarta de 2 pas, se plaçant sur le chemin. Il sortit son épée de son fourreau, fit un moulinet qui fendit l'air. « Eh bien, dit-il en s'adressant à Ciri. Un poil trop fort le son. Ok, pardon. Je te baisse ça de suite. Mieux comme ça, du coup, je suppose. Dis-moi si ça te convient maintenant. Yes, baisse un peu. Ok, ça vaut mieux comme ça, là, comme j'ai baissé? Ou c'est trop baissé? Eh bien, dit-il en s'adressant à Ciri, tue-moi. Tu as une épée et une chance d'y parvenir. Profites-en, parce que je ne te laisserai pas d'autre de sitôt. Est-ce que vous êtes fou? Ferme-la, Esterhazy. Elle tenta de leurrer Bonnard en jetant un regard sur le côté et en feignant un mouvement de l'épaule, puis elle l'attaqua de toutes ses forces d'estoc à Senestre. Le fer siffla en une parade tellement puissante que Ciri chancela et fut contrainte de faire un saut sur le côté, venant heurter avec sa cuisse la table où étaient exposées les épées. En tentant de retrouver son équilibre, elle baissa instinctivement sa lame. À cet instant précis, s'il l'avait voulu, il aurait pu la tuer sans le moindre problème. Elle le savait. C'est nickel, parfait, ok. Bah parfait, si c'est parfait. Est-ce que vous êtes devenu fou? Demanda de nouveau Esterhazy en élevant la voix. Il tenait toujours son sifflet à la main. Les serviteurs et les artisans observaient la scène, stupéfaits. Repose le fer, lui ordonna Bonnard sans la quitter des yeux, et sans prêter la moindre attention au fourbisseur d'armes. Repose-le, je te dis, ou je te tranche la main. Après un instant d'hésitation, elle obéit. Bonnard afficha un monstrueux sourire. Je sais qui tu es, vipère, mais je te forcerai à me l'avouer, par la parole ou par le geste. Je te forcerai à reconnaître qui tu es, et alors je te tuerai. Esterhazy siffla comme s'il avait été blessé. Quant à cette épée, ajouta Bonnard sans un seul regard pour l'armurier, elle est trop lourde pour toi. Ce qui explique ta lenteur au combat. On aurait dit une limace enceinte. Esterhazy, l'arme que tu lui as donnée pèse au moins 4 onces de trop. Le fourbisseur d'armes était blême. Son regard ne cessait de passer du chasseur de primes à Ciri, puis de Ciri au chasseur de primes, et son visage était étrangement altéré. Enfin, il fit signe à l'un des valets, lui donna un ordre à mi-voix. « J'ai quelque chose, dit-il lentement, qui devrait te donner satisfaction, Bonnard. »« Pourquoi me l'as-tu pas montré de suite alors ?» rugit le chasseur de primes. « Je t'avais écrit que je voulais quelque chose d'extra. Peut-être estimes-tu que je n'avais pas de quoi payer une meilleure épée. » « Je sais que tu as les moyens nécessaires, répliqua Esterhazy avec instance. Et ce depuis longtemps. Je ne pouvais tout de même pas savoir que tu allais m'emmener, n'est-ce pas, au bout d'une chaîne, un collier de chien autour du cou. Je ne pouvais pas deviner à qui était destinée l'épée et à quoi elle devait servir. Maintenant je le sais. » Le valet revint, en tenant une grande boîte. « Approche-toi, jeune fille, souffla Esterhazy à voix basse. » Ciri obéit, regarda l'âme et poussa un profond soupir. Elle dénуда l'épée d'un geste vif. Le feu de la cheminée se refléta sur la soudure ondoyante du fer, rougeoyant dans les ajouts du fort de la blâme. C'était cette épée-là, dit Ciri, comme tu peux t'en douter. Prends-la en main si tu veux, mais fais attention, le fer est en plus tranchant qu'un rasoir. Tu sens, comme le manche adhère à la main, le manche est revêtu d'une peau de poisson, un poisson plat, dont la queue se termine par une épine venimeuse. Une raie. Sans doute. La peau de ce poisson est recouverte de minuscules écailles, c'est pourquoi le manche ne glisse pas dans la main, même si la paume devient moite. Regarde ce qui est gravé sur la lame. Visigotha se pencha, regarda de près en clignotant des yeux. Un mandala elfique, dit-il au bout d'un instant, en relevant la tête. Blattern Kerné, comme on dit.
la guirlande du destin, des fleurs stylisées de chêne, de spirée et de genêt, la tour frappée par la foudre, symbole du chaos et de la destruction chez les races anciennes, et au-dessus de la tour, une hirondelle, acheva Ciri. Zirael, mon nom. Elle a donc une épée à son nom, Ciri. Bel objet en effet, dit enfin Bonnard, du travail de gnome, ça se voit en un coup d'œil. Seuls les gnomes forgeaient du fer aussi sombre, affûtaient et ajouraient les lames pour en diminuer le poids. À vous, Esterhazy, c'est une réplique. Non, démentit l'armurier, c'est un original, un véritable guir-gnome. Ce pommeau a plus de 200 ans. La monture, cela va de soi, est bien plus récente, mais je ne dirais pas que c'est une réplique. Je l'ai commandé aux gnomes de Tirtochet, qui l'ont réalisé d'après des techniques et des méthodes des modèles anciens. Par la peste, il se peut effectivement que je n'ai pas assez d'argent. Combien exigeras-tu pour cette lame? Esterhazy resta silencieux quelque temps. Son visage était impénétrable. Je suis prêt à te la céder gratuitement. Bonnard, dit-il enfin d'une voix sourde, à titre de présent, pour que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. C'est pas bon signe pour Ciri. Merci Esterhazy, déclara Bonnard, visiblement surpris. Sincèrement, c'est un cadeau royal, vraiment royal. Je l'accepte volontiers, et je suis ton débiteur. Non, tu ne l'es pas. L'épée pour elle, pas pour toi. Approche, jeune fille tenue en laisse. Observe les marques gravées sur la lame. Tu ne les comprends pas, c'est évident, mais je vais te les expliquer. Regarde. La ligne tracée par le sort est sinueuse, mais elle mène précisément à cette tour, à l'anéantissement, la destruction des valeurs établies, de l'ordre établi. Mais au-dessus de la tour, là, tu vois, une hirondelle, symbole d'espoir. Prends cette épée, que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Ciri tendit la main avec prudence, elle caressa délicatement la lame, sombre, au bord aussi brillant qu'un miroir. « Prends-la » murmura lentement Esterhazy en regardant Ciri les yeux grands ouverts. « Prends-la en main, jeune fille, prends... »« Non » s'écria soudain Bonnard, il bondit, saisit Ciri par l'épaule et la repoussa violemment. « Arrière » Ciri tomba à genoux. Des gravillons de la cour s'incrustèrent douloureusement dans la main sur laquelle elle avait pris appui. Bonnard referma brutalement l'écrin. « Pas encore, rugit-il, pas aujourd'hui, le moment n'est pas encore venu. » De toute évidence, acquiesça Esterhazy avec calme, en le regardant dans les yeux. Oui, de toute évidence, le moment n'est pas encore venu. Dommage. Bon bah ça va alors si Ciri ne va pas mourir tout de suite. Lire dans les pensées de ce fourbisseur n'a finalement pas servi à grand chose, tribunal suprême. Nous étions là-bas le 16 septembre, 3 jours avant la pleine lune, sur la route qui nous ramenait à Roken, un détachement de cavalerie envoyé en reconnaissance. Olarsheim et 7 autres cavaliers nous a rattrapés. Ola nous a ordonné de rejoindre à bride abattu le reste de la troupe, car la veille, le 15 septembre, il y a eu un massacre à Clarmont, mais j'imagine qu'il est inutile que je vous parle de ça. Le tribunal suprême est certainement au courant. Le témoin est prié de témoigner, sans se préoccuper de ce que le tribunal sait ou ne sait pas. Bonnard nous avait précédé d'un jour. Le 15 septembre, il avait amené Falca à Clarmont. Clarmont, répéta Visigotha. Je connais cette bourgade. Où t'a-t-il amené? Dans une grande maison, près de la place du marché, avec des colonnes et des arcades à l'entrée. On voyait tout de suite que c'était un homme riche qui habitait là. Les murs étaient couverts de riches gobelins, et de somptueuses tapisseries représentaient des séquences religieuses, des scènes de chasse et des paysages bucoliques avec des femmes dévêtues. Les meubles brillaient de ferrures de cuivre et de marqueterie, et les tapis étaient si épais qu'on l'on s'y enfonçait jusqu'à la cheville. Ciri n'eut pas le loisir d'en observer davantage, car Bonnard avançait d'un pas vif en la tirant par sa chaîne. « Bonjour, Ouveganel !» Dans l'arc-en-ciel de couleurs projeté par les vitraux, devant une tapisserie représentant une scène de chasse, se tenait un homme à la corpulence impressionnante, vêtu d'un cafetan ruisselant d'or et d'un délia, galonné de bridge-fenas. Bien qu'il fût dans la force de l'âge, il avait déjà une calvitie avancée et des bajoux pendantes, tel un bulldog. Encore un homme très sympathique sûrement.
Bonjour à toi, Léo, dit-il, ainsi qu'à toi, mademoiselle. Oublie le mademoiselle, coupa Bonnard en montrant la chaîne et le collier, et pas la peine de la saluer. La politesse ne coûte rien, si ce n'est du temps. Bonnard tira sur la chaîne et s'approcha de l'homme corpulent, et sans plus de cérémonie, le tapota sur le ventre. Tu te portes bien, constata-t-il, sur l'honneur, Wegenel, lorsque tu te tiens au milieu de la route, mieux vaut t'escalader que te contourner. Le bien-aise, expliqua Wegenel d'un ton jovial en faisant tressauter ses bajoux, sois le bienvenu, Léo. Je suis content de t'avoir pour hôte, car je me sens de fort joyeuse humeur ces temps-ci. Les affaires vont on ne peut plus mieux, au point qu'il conviendrait même de cracher pour conjurer les mauvais sorts. La caisse ne cesse de teinter. Rien qu'aujourd'hui, sans chercher bien loin, un rotmistre, contremaître de l'approvisionnement, qui s'occupe du transport du matériel sur le front, m'a refourgué 6000 arcs militaires, que je vais revendre aux chasseurs, aux braconniers, aux brigands, aux elfes et autres défenseurs de la liberté, en réalisant un bénéfice 10 fois plus important. J'ai aussi acheté, pour 3 fois rien, un château à un marquis des environs. Par la peste, qu'as-tu à faire d'un château? Je ne peux pas négliger les apparences. Pour en revenir aux affaires, il y en a une pour laquelle je te suis redevable, Léo. Un débiteur que je croyais irrécupérable vient tout juste de régler ses dettes. Il avait les mains qui tremblaient quand il m'a payé. Le type t'a vu et s'est dit que... Je sais ce qu'il s'est dit. As-tu reçu ma lettre? Oui, je l'ai reçue. Wegenel s'assit lourdement, son ventre heurtant au passage la table, faisant teinter carafe et timbales. Et j'ai tout préparé. N'as-tu pas vu les affiches? Des marmots les auront arrachées. Les gens se rassemblent déjà au théâtre, la caisse teinte. Assis-toi, Léo, nous avons le temps. On va causer, boire un peu de vin. Je n'en veux pas de ton vin. Il est sûrement corrompu, volé dans quelques chariots d'un convoi nilfgaardien. Tu plaisantes sans doute. C'est du SS de Toussaint, dont le raisin était récolté quand Sa Majesté l'empereur émir n'était encore qu'un bambin qui chiait dans ses langes. C'était une bonne année, pour le vin. À ta santé, Léo. Sans dire un mot, Bonnard leva à son tour un calice. Wegenel fit claquer sa langue, tout en continuant à observer Ciri d'un œil critique. Ainsi, c'est cette biche aux grands yeux qui doit nous garantir les réjouissances promises dans ta lettre. On m'a informé que Windsor, Imbra, était déjà aux portes de la ville. Il amène avec lui plusieurs sicaires patentés, et pas mal de spadassins, ont vu les affiches. T'ai-je jamais trompé sur la marchandise, Wegenel? Jamais, c'est vrai, mais cela fait longtemps que je n'ai rien obtenu de ta part. Je travaille moins que par le passé. Je pense d'ailleurs à prendre, tout bonnement, ma retraite. Pour cela, il faut avoir un capital de quoi se sustenter. Je connais peut-être un moyen pour ça. Es-tu prêt à m'écouter? En attendant mieux... Du bout du pied, Bonnard rapprocha une chaise et contraignit Ciri à s'asseoir. Tu n'as jamais pensé à te rendre dans le nord, à Sintra, dans la région des Versants ou bien au-delà de la Yaruga? Sais-tu que tous ceux qui s'y rendent et acceptent de s'installer sur les terrains nouvellement conquis par l'Empire se voient attribuer une parcelle de 120 arpents et bénéficient d'arrangements fiscaux pendant 10 ans? Je ne suis pas fait pour être agriculteur, répondit tranquillement le chasseur de primes. Je ne saurais guère creuser la terre ni élever du bétail. Je suis trop sensible. Rien qu'en voyant de la fiente ou des vers de terre, j'ai envie de dégueuler. Tout comme moi. Alors le mec, il a quand même envie de dégueuler quand il voit des vers. Par contre, accrocher des têtes à côté des gens, ça le dégoûte pas, quoi. Tout comme moi, approuva Wegenel en faisant tressauter ses bajoux. Seule la fabrication de la Nole me convient dans l'agriculture. Tout le reste est répugnant. On affirme que l'agriculture, c'est la base de l'économie et qu'elle garantit l'opulence. Je considère toutefois indigne et humiliant que mon opulence repose sur un tas de fumier. J'ai effectué des démarches pour y remédier. Pas besoin de cultiver la terre, Bonnard, ni d'y élever du bétail. Il suffit de la posséder. Si on en a assez, on peut en tirer de jolis bénéfices. Crois-moi, on peut vraiment vivre aisément. Oui, j'ai effectué certaines démarches dans ce sens. Ce qui me ramène du reste à ma question, au sujet d'un voyage dans le Nord. Car vois-tu, Bonnard, j'aurai un travail pour toi. Fixe, bien payé, qui ne te prendrait pas trop de temps et est parfaitement adapté à une personne sensible. Pas de fiente, pas de fumier. Je suis prêt à t'écouter, sans engagement bien sûr. Avec les revenus que l'empereur garantit aux colons, on peut, avec un minimum d'esprit d'entreprise et un petit capital, se constituer de beaux latifundia. J'ai saisi, dit le chasseur de primes en se mordillant la moustache. Je sais ce que tu as en tête. Je devine quelle démarche tu as effectuée pour assurer ta propre opulence. As-tu songé à d'éventuelles difficultés?
Bien sûr, elles sont au nombre de deux. Premièrement, il faut trouver des mercenaires qui, se faisant passer pour des colons, iront dans le nord prendre des possessions des lotissements, en apparence pour leur propre compte, mais en réalité pour le mien. Les mercenaires, je me charge de les trouver. Toi, tu es concerné par la seconde difficulté. Je suis tout oui. Certains gagnent deniers, occuperont les terres et ne seront pas enclins à les rendre. Ils oublieront le contrat et l'argent qu'ils ont touché. Tu n'imagines pas, Bonnard, à quel point la malhonnêteté, la turpitude et les manières putassières sont profondément ancrées dans la nature humaine. Et j'imagine très bien. Il va donc falloir convaincre les gens malhonnêtes que la malhonnêteté ne paie pas, qu'elle est condamnable. C'est toi qui t'en chargeras. Ce plan me paraît alléchant. Il l'est. Crois en mon expérience, j'ai déjà pratiqué ce genre de magouille. Après l'annexion formelle de la province d'Ebing par l'Empire, lorsqu'on a distribué les terres, et plus tard, quand est entré en vigueur l'acte de ceinturage. Ainsi, clairement, cette charmante bourgade se trouve-t-elle sur mes terres, et donc elle m'appartient. Tout le terrain m'appartient, jusqu'à la ligne d'horizon, au loin, voilée d'une brume grise. Tout cela est à moi. 150 lannes au total, des lannes impériales, pas n'importe quoi, soit 630 volocas, ou encore 18 900 arpents. La mort est proche ou l'Empire est mal administré, récita Bonnard d'un ton sarcastique. L'Empire où tout le monde vole, tout le monde finira par tomber. Sa faiblesse réside dans les intérêts privés, et le moi d'abord. En cela réside sa force et sa puissance, répliqua Wegenel, en faisant tressauter ses bajoux. Tu confonds la friponnerie avec l'esprit d'entreprise individuelle, Bonnard. Trop souvent, reconnut impassible le chasseur de primes. Alors, qu'en sera-t-il de notre association? N'est-il pas prématuré de nous partager ces terres nordiques? Peut-être, pour plus de sûreté, devrions-nous attendre que Nilfgaard gagne cette terre. Pour plus de sûreté, trêve de plaisanterie, l'issue de la guerre ne fait aucun doute. C'est avec l'argent qu'on gagne la guerre, l'Empire en a, les Nilfgaardiens, les Nordlings, n'en ont pas. Bonnard se régla la gorge d'un air entendu. S'il n'est question que d'argent alors... C'est réglé. Wegenel farfouilla dans les papiers posés sur la table. Voici un chèque de banque d'une valeur de 100 florins. Ici l'acte pour le contrat de cession des obligations pour lesquelles je tirerai des Varnagen de Gezo la prime pour la tête des bandits. Signe-la, merci. Tu as également droit à un pourcentage sur les recettes des représentations. Mais les comptes ne sont pas encore clos. La caisse tente toujours. On peut faire des gros bénéfices, Léo. Je suis sérieux. Les habitants de ma bourgade sont tenaillés par l'ennui. Oh, le hoquet, trop chiant. Par l'ennui et la mélancolie. Il s'interrompit, observa Ciri. J'espère vraiment que tu ne te trompes pas en ce qui concerne cette jeune personne, et qu'elle nous offrira une distraction digne de ce nom, en daignant collaborer en vue d'un profit commun. Pour elle, répliqua Bonnard en toisant Ciri d'un air indifférent, il n'y aura aucun profit à tirer de tout ça. Elle est au courant. Wegenel se renfrogna et prit la mouche. Ce n'est pas bien, par le diable. Pas bien du tout qu'elle soit au courant. Elle ne devrait pas savoir. Et si elle ne veut pas nous distraire, et si elle se révélait particulièrement indocile, que se passera-t-il alors? Bonnard ne broncha pas. Alors nous lâcherons tes molosses dans l'arène. Si je me souviens bien, ils ont toujours été dociles à tes souhaits. Vraiment coup dur pour Ciri là. Est-ce que je prends un pot d'eau parce que j'ai vraiment la gorge sèche? Coup dur pour Ciri là. Si j'ai bien compris qu'il va servir à faire des combats dans l'arène, autant dire que elle est dans la merde. Ça va se passer plutôt mal. Ciri resta longtemps silencieuse, frottant sa joue blessée. Je commençais à comprendre, reprit-elle enfin. Je commençais à comprendre ce qu'il voulait faire de moi. Aussi, j'entrepris de rassembler mes forces, bien décidé à me sauver à la moindre occasion. J'étais prête à prendre tous les risques, mais ils ne m'en laissèrent pas la possibilité. Ils me surveillaient bien. Visigotha ne disait rien. Ils me traînèrent en bas, où m'attendaient les invités de ce Wegenel. Encore des originaux. D'où sortaient-ils donc?
tous ces olibrius excentriques, Visigotha, ils se reproduisent entre eux. Perpétuation naturelle. Le premier des invités était un homme dodu, de petite taille, qui faisait davantage penser à un Obras qu'à un humain, et en avait d'ailleurs les caractéristiques, modeste, gentil, propre et onctueux. Le deuxième, bien que d'un certain âge, avait une allure et une tenue militaire, une épée à la ceinture. Sur son surtout noir scintillait une broderie, représentant un dragon aux ailes de chauve-souris. La femme, quant à elle, était maigre. Elle avait les cheveux clairs, un nez un peu crochu et des lèvres fines. Sa couleur pistache était très décolletée. Sa robe couleur pistache, était très décolletée, ce qui n'était pas du meilleur goût, car la triste marquise n'avait pas grand-chose à montrer, si ce n'est la peau flétrie et sèche comme du parchemin, couverte d'une épaisse couche de rouge à joues et de poudre blanche. Combat de gladiateurs. Bah c'est ça, gros combat de gladiateurs, sauf que Ciri n'est pas une gladiateur. Problématique dans ce qui va se passer, quoi. Madame la marquise de Nemet-Uviard, où Weganel faisait les présentations. Monsieur Desclans Rose-Ep Melekak, Rotsmir de la réserve de cavalerie de son Altesse impériale. Monsieur Piniquick, bourgmestre de Clermont. Et voici Monsieur Léo Bonnart, mon parent et ancien compagnon d'armes. Bonnart s'inclina avec roideur. Voici donc la petite brigande qui doit nous distraire aujourd'hui, déclara la marquise en plantant ses yeux clairs dans ceux de Ciri. Elle avait une voix de rogome qui vibrait de façon sexy. Pas vraiment jolie, mais pas mal foutue. Une petite chose, ma foi, tout à fait agréable. Le visage blême et sifflant comme un serpent, Ciri se tortilla pour éloigner d'elle la main pressante de la marquise. « Je vous prie de ne pas la toucher, dit froidement Bonnart, ni de la nourrir, ni de l'exciter. Dans le cas contraire, je décline toute responsabilité. » On peut toujours... Mais c'est pas un objet, genre... insupportable, c'est pas un objet, c'est un humain. Arrêtez de la considérer comme un objet. Gigot, bonne fin de lecture. Ben ça marche, merci à toi d'être passé. Bon courage pour la semaine à venir et à bientôt. Des bisous. On peut toujours, poursuivit la marquise en passant sa langue sur ses lèvres, sans prêter attention à ses remarques, attacher cette petite chose sur le lit pour qu'elle soit plus docile. Peut-être accepteriez-vous de me la revendre, sieur Bonnart? Mon mari et moi aimons bien les petites choses comme elle. Or, M. Weganel nous en a fait grief lorsque nous capturons les bergères locales ou les enfants des paysans. Du reste, le marquis n'est plus en mesure de chasser les petits, étant donné qu'il ne peut plus courir, tout ça à cause de ces chances et condylomes qui se sont développés dans son périnée. Assez, Mathilde, assez, l'interrompit Weganel d'une voix douce mais ferme, en voyant les dégoûts se dessiner sur le visage de Bonnart. Nous devons aller au théâtre. Monsieur le bourgmestre vient d'être informé que Windsor Inbra était arrivé en ville avec un détachement de lansquenets du baron de Casadei. Cela signifie que l'heure est venue pour nous d'y aller. Oh! La musique devient forte d'un coup. Bonnart sortit de sa bourse un petit flacon. Il essuya la table d'onyx avec sa manche, déversa sur le plateau un petit monticule de poudre blanche, puis tira sur la chaîne pour attirer Ciri. « Tu sais comment on fait ?» Ciri serra les dents. « Fous-en dans ton nez, ou bien prends-en sur ton poing avec la salive et frictionne-toi la gencive. »« Non !» Bonnart ne tourna même pas la tête. « Tu les fais toute seule ou c'est moi qui m'en charge, mais de sorte que tous ici prennent plaisir. Les muqueuses ne se trouvent pas seulement dans la bouche ou le nez, petite rate. Tu en as aussi ailleurs, à des endroits bien amusants. J'appellerai les valets, et je leur ordonnerai de te déshabiller, de te maintenir immobile, et j'irai les explorer. » Oh. On va changer de musique qui n'est pas très adaptée. Si ça ne vous dérange pas. Voilà. La marquise de Nemet-Uivar eut un rire guttural, en regardant Ciri se saisir de la drogue d'une main tremblante. « Des endroits amusants, répéta-t-elle en se pourléchant les babines. Concept intéressant. Ça vaudrait le coup d'essayer un de ces jours. Eh ben, jeune fille, attention. Ne gaspille pas un aussi bon fisetch. Laisse-moi un peu. » Le narcotique était bien plus fort que celui que Ciri avait goûté chez les rats. En quelques secondes, elle fut envahie d'une euphorie aveuglante.
La lumière et les couleurs l'éblouissaient, les odeurs chatouillaient son nez, les sons résonnaient à ses oreilles, presque insupportables, et comme dans un rêve, tout flottait alentour, irréel, volatile. Les escaliers, les gobelins et les tapisseries qui empestaient la poussière, le rire rauque de la marquise de Nemet-Duvar, la cour, les gouttes de pluie sur son visage, le collier qu'elle avait toujours autour de son cou, l'immense bâtisse avec sa tour en bois et cet énorme gribouillis affreux sur la façade qui représentait des chiens en train de mordre un monstre, mélange de dragon, de griffon et de wyvern. Des hommes et des femmes se pressaient à l'entrée du bâtiment, quelqu'un criant en gesticulant. C'est répugnant, répugnant et criminel, monsieur Wegenel, d'utiliser le bâtiment qui autrefois abritait un temple pour se livrer à un trafic impie, inhumain et abominable. Les animaux sont aussi sensibles, monsieur Wegenel. Ils ont aussi leur dignité. C'est un crime que de les lâcher les uns contre les autres en vue de tirer profit et pour le plaisir de la populace. Calmez-vous, saint homme, et ne venez pas vous mêler d'une entreprise privée. D'ailleurs, soit dit en passant, on ne va pas faire s'affronter des chiens aujourd'hui, ni aucun autre animal, rien que des humains. Dans ce cas, excusez-moi. Ah, bah ça va, dans ce cas, c'est juste de la torture entre humains. À l'intérieur du bâtiment, des rangées de bancs où se précipitaient les spectateurs formaient l'amphithéâtre. Au centre, il y avait une fosse, une niche en forme de cercle d'environ 30 pieds de diamètre, entourée de madriers. La puanteur et le bruit étaient étourdissants. Ciri sentait de nouveau les secousses de la chaîne, quelqu'un attrapa sous le bras, la poussa. Sans qu'elle ait compris comment, elle se retrouva au fond de la fosse sainte de madriers, sur du sable damé. Salut, un petit coucou. Normalement, dimanche pro, j'aurais rattrapé mon retard. Tu as fait ultra vite. Tu as fait méga vite. Mais en tout cas, coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Et du coup, bah, au plaisir. Du coup, trop cool si semaine prochaine, tu nous rejoins pour les lives. Ça va être trop bien. Je pense que c'est le moment de passer sur un optique d'OST. Dans l'arène, le premier choc était passé. À présent, la drogue ne faisait que stimuler et aiguiser ses sens. Ciri plaqua ses mains contre ses oreilles. La foule qui s'installait sur les bancs de l'amphithéâtre grondait, bourdonnait, sifflait. Le bruit était insupportable. Elle vit que son poignet et son avant-bras droit étaient gainés de protections en cuir bien serré. Elle ne se rappelait pas qu'on les lui attachait. Elle entendit une voix de Rogom qui lui était familière. Elle vit la marquise Pistache, le Rotmir Nilfgaardien, le bourgmestre onctueux, Oveganel et Bonnart, qui occupaient la loge surmontant l'arène. Elle se boucha de nouveau les oreilles, car un gong en cuivre venait soudain de retentir. « Regardez, braves gens, aujourd'hui dans l'arène, ce n'est pas un loup, ni un gobelin, ni une andriague que vous allez voir. Aujourd'hui, dans l'arène se trouve Falca, la tueuse de la bande des rats. Les paris sont ouverts à la caisse à l'entrée. Ne ménagez pas votre argent, braves gens. Les distractions, ça ne se boit pas, ça ne se mange pas. Mais si vous vous montrez radin, vous n'y gagnerez rien et à coup sûr, vous y perdrez. » La foule vociférait et applaudissait. La drogue agissait. Ciri frémissait euphorique, elle voyait tout, entendait tout. Aucun détail ne lui échappait. Elle distinguait le ricanement d'Oveganel, le rire rauque de la marquise, la voix sérieuse du bourgmestre, celle grave et glacée de Bonnart, les hurlements du prêtre défendeur des animaux, les cris perçants des femmes, les pleurs d'un enfant. Elle voyait les sombres traces de sang sur les madriers qui entouraient l'arène, le trou béant de la fosse qui empestait, les faces grimaçantes et brillantes de sueur des spectateurs au-dessus de la balustrade. Puis, il y eut un mouvement soudain. Des têtes se redressèrent, des jurons furent lancés, des hommes en armes firent leur apparition, la foule se mit à piétiner à reculons pour se retrouver, clopinant, acculé au mur formé par la garde armée de Pertuisane. Ciri avait déjà vu l'un de ces hommes, elle se souvenait de son visage basané et de sa moustache noire qui semblait avoir été dessinée au charbon au-dessus de sa lèvre supérieure parcourue d'un tic nerveux. Elle entendit la voix de Wegenel. « Monsieur Winstor Imbra, de la province de Gézo, sénéchal du baron de Casadei, soyez le bienvenu étranger, prenez place. Vous et vos hommes, le spectacle va bientôt commencer, mais n'oubliez pas, je vous prie, de payer votre billet à l'entrée. »
Je ne suis pas là pour me distraire, sieur Veganel, je suis ici en service. Bonnard sait de quoi je parle. Vraiment, Léo. Sais-tu ce que veut dire monsieur le sénéchal? Pas de blague, on est 15 ici. Nous sommes venus chercher Falca. Vous nous la donnez, ou ça va mal aller. Je ne comprends pas ton énervement, Imbra, répliqua Veganel en fronçant les sourcils. Mais j'attire ton attention sur le fait que tu n'ici pas à Gézo, ni sur les terres de votre baron tout-puissant. Si vous faites des histoires ou si vous nous incommodez, je vous ferai chasser d'ici à coups de fouet. Sans rancune, sieur Veganel, dit Windsor Imbra en se tempérant. Mais le droit est de notre côté. Sieur Bonnard, ici présent, a promis Falca au baron Kazadi. Il a donné sa parole, qu'il la tienne. Léo. Veganel fit tressauter ses bajoux. Sais-tu de quoi il parle? Je le sais, il lui accorde raison. Bonnard se leva, agita sa main avec nonchalance. J'ai nullement l'intention de m'opposer à sa requête ou de créer le moindre problème. La jeune fille est là, tenez, où tout le monde peut la voir. Que celui qui souhaite l'emmener le fasse. Windsor Imbra en resta quoi, sa lèvre se mit à trembler plus que coutume. Pardon? La jeune fille, répéta Bonnard en faisant un clin d'œil à Veganel, et à celui qui voudra l'emmener loin de la reine, morte ou vivante, selon son goût et son envie. Pardon? Sacrebleu, je vais perdre patience. Bonnard finit la connaître à la perfection. Pardon, pardon? Tu n'as donc que ce mot-là à la bouche, foutu perroquet. Je viens de te dire que tu avais champ libre, agis à ta guise. Tu peux lui jeter un morceau de viande empoisonnée, comme une louve, mais je ne sais pas si elle va le bouffer. Elle n'a pas l'air stupide, qu'en dis-tu? La vérité, Imbra, c'est que celui qui veut la voir doit se donner la peine d'aller la chercher, là-bas, dans l'arène. Tu veux Falca? Eh bien, à toi d'aller la prendre. Tu es en train d'agiter cette Falca sous mon nez, comme tu agiterais de la silure devant une grenouille, hurla Windsor Imbra. Je ne te fais pas confiance, Bonnard. Je sens qu'où cet appât se dissimule un crochet de fer. Il convient de te féliciter pour ton flair infaillible. Bonnard se leva, prit sous le banc l'épée offerte par l'armurier de Fano, l'ôta de son fourreau et la lança dans l'arène si adroitement que la lame vint se planter à la verticale, dans le sable, à 2 pas de Ciri. Le fer, le voilà, bien visible à tous. Je n'y tiens pas plus que ça, à cette Gothon, que celui qui veut la prenne, s'il en est capable. La marquise de Nemet-Ivar éclata d'un rire nerveux. S'il en est capable, répéta-t-elle de son contralto de Rogom. Il est vrai qu'elle est une épée maintenant. Bravo, sieur Bonnard. Je détestais l'idée de voir cette petite chose sans défense livrée en pâture à ses va-nu-pieds. Monsieur Veganel, s'écria Windsor Imbra, les poings sur les hanches, sans accorder le moindre regard à cette maigre aristocrate. Cette représentation se déroule sous vos auspices, puisque ce théâtre vous appartient. Dites-moi une chose, quelles sont les règles et les lois en vigueur ici? Les vôtres ou celles de Bonnard? Les règles du théâtre, ricana Veganel en faisant tressauter son ventre et ses bajoux de bulldog. Car s'il est vrai que le théâtre m'appartient, n'oublions pas que le client est roi. Il paie, donc il est en droit d'établir les règles de son choix. Nous autres, les marchands, devons nous plier à ces règles. Ce que le client exige, il faut lui donner. Le client, c'est-à-dire ces gens-là, Windsor Imbra désigna d'un geste les bancs remplis de spectateurs. Tous ces gens ont payé pour venir ici se repaître du prodige. Les affaires sont les affaires, rétorqua Veganel. L'offre naît de la demande. Les gens sont prêts à payer pour une bagarre entre loups, pour une lutte entre Andriag et Hardvag, pour voir des chiens affronter un blaireau ou une vierne dans un tonneau. Je leur fournis du spectacle. Pourquoi es-tu aussi étonné, Imbra? Les jeux sportifs et le cirque sont pour le peuple aussi indispensables que le pain, peut-être même davantage. Nombre de spectateurs réunis ici se sont privés de pain pour venir assister au spectacle. Et regarde-les, regarde les yeux qui brillent. Ils ne peuvent plus attendre que les jeux du cirque commencent. Mais dans les jeux du cirque, ajouta Bonnard avec un sourire venimeux, il est d'usage de préserver au moins les apparences du sport. Le blaireau, avant que les chiens l'extirpent de son tonneau, peut se servir de ses dents, mordiller ses assaillants. C'est ça le sport. De la même façon, la jeune fille a une épée. Qu'avec elle aussi, ce soit du sport. Qu'en dites-vous, bonnes gens? N'ai-je pas raison? La foule, dans son ensemble décousu mais joyeux, manifesta avec fougue son accord avec Bonnard. Le baron Kazadei, articula lentement Windsor Imbra, ne sera pas content, sieur Veganel, je vous le dis. Je ne sais pas s'il est bon pour vous de lui chercher querelle. Les affaires sont les affaires, répéta Veganel en rumant ses bajoux. Le baron Kazadi le sait parfaitement. Il m'a emprunté pas mal d'argent à un taux très intéressant, et lorsque le temps viendra de m'en emprunter encore, nous réglerons alors d'une manière ou d'une autre notre désaccord.
Mais ce n'est pas un baron étranger qui va se mêler d'une entreprise privée et individuelle. Les paris sont ouverts, et les gens ont payé leur place sur ce sable, là dans l'arène, le sang doit couler. Vous dites qu'il doit couler? S'étrangla Windsor Imbra. Fils de chien, ah ça me démange de vous démontrer le contraire. Je vais sortir d'ici et m'en aller loin, sans même jeter un regard en arrière. Faites donc couler votre propre sang. L'idée même de procurer ce genre de réjouissement à la populace me révulse. Qu'il s'en aille! Un gaillard poilu jusqu'aux yeux et vêtu d'un surtout en peau de cheval fondit soudain la foule. Qu'il s'en aille si ça le révulse, moi ça me plaît. Il a dit que celui qui faucherait cette rate toucherait une récompense. Je me porte volontaire pour entrer dans l'arène. Comment ça? Vociféra soudain l'un des hommes d'Imbra. C'était un homme petit, mais muscleux et bien battu, aux cheveux touffus et ébouriffés. Nous autres, on était là avant, pas vrai les gars? Bah par ma foi, renchérit un deuxième maigre à la barbe en pointe. C'est vrai que nous avons la priorité. Et toi, Windsor, t'emballes pas donc pour cette histoire d'honneur. Qu'est-ce que ça fait qu'on regarde le spectacle? Falca est dans l'arène, il suffit de tendre la main et de la prendre. Quant aux muflets, qu'ils ouvrent grand leur mirette, on n'en a rien à battre. Et on peut plus gagner quelques sous, beugla un troisième, accoutré d'un pourpoint amarante. Puisqu'on parle de sport, faisons du sport, n'est-il pas vrai, Sieur Weganel? Si les gens veulent du cirque, allons-y pour le cirque. Ou bien, on a bien parlé de récompense ici, non? Weganel eut un large sourire et approuva d'un mouvement de tête, en faisant fièrement majestueusement tressauter ses bajoux flasques. Et où sont les paris? S'enquit l'homme à la barbe. Pour l'instant, s'exclama en riant le marchand, on n'a pas encore misé sur les résultats de la lutte. On en a un 3 contre 1, que pas un seul d'entre vous ne franchira la barricade. Pouh, meugla Peau de Cheval, moi j'oserais, je suis prêt. Pousse-toi, j'ai dit, hurla alors la tignasse. Nous autres, on était là les premiers, on a la priorité. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? On peut y aller à plusieurs sur la place? Amarante enroula sa ceinture, ou bien faut-il y aller un par un? Ah, espèce de fils de salaud, réjoute d'un soin, tout à fait inopinément, le bourgmestre d'une voix de sténor qui jurait avec sa petite stature. Vous voulez peut-être vous y mettre à 10 pour la combattre, et pourquoi pas à cheval tant que vous y êtes, ou bien à char. Peut-être vous faut-il prêter des catapultes de notre arsenal pour que vous puissiez de loin lui balancer des blocs de pierre. C'est bon, interrompit Ponart en échangeant un rapide coup d'œil avec Weganel. D'accord pour le sport, mais rien n'empêche qu'on s'amuse un peu. Vous pouvez y aller par deux, c'est-à-dire par paire. Ça, ils sont pas cons, je pense qu'ils ont compris ce que c'est deux. Mais la récompense, prévint Weganel, ne sera pas doublée. Si vous y allez à deux, il faudra partager. Quelle paire? Comment ça à deux? D'un geste brusque, la tignasse ôta son manteau de ses épaules. Vous n'avez pas honte, les gars? C'est qu'une donzelle, poussez-vous de là. Je vais y aller seul et je vais l'allonger, vous allez voir. Je veux Falca vivante, protesta Windsor Imbra. La peste soit de vos luttes et de vos duels. Je refuse le cirque de Bonnard, je veux la fille vivante. Tu iras avec Stavro et vous la sortirez de là. Pour moi, répéta Stavro, se levait avec la barbe, c'est ton tâche que d'aller à deux se battre contre une telle maigrichonne. Les florins du baron te consoleront de ce déshonneur, mais seulement si tu la ramènes vivante. C'est bien la preuve que le baron est un rapia, s'exclama Weganel, faisant tressauter son ventre et ses bajoux de bulldog, et qu'il n'a pas un brin d'esprit sportif en lui. Ni la moindre envie de récompenser celui des autres, mais en revanche, je suis pour le sport, et j'augmente la récompense sur le champ. Celui qui entrera seul dans l'arène et en ressortira sur ses deux jambes avec la fille, celui-là obtiendra de ma main, puisé dans ce coffret non pas 20, mais 30 florins. Qu'est-ce qu'on attend alors? Hurla Stavro, j'y vais le premier. Tout doux, rugit de nouveau le petit bourgmestre, la donzelle n'a qu'un léger vêtement de lin sur le dos. Alors enlève ta brigande, soldat, c'est ça le sport. Que la peste soit sur vous. Stavro ôta son cafetan clouté de fer, puis il passa sa chemise par-dessus sa tête, dévoilant de maigres épaules poilues, comme celles d'un babouin. Que la peste soit sur vous, seigneur, et votre sport maudit. Oui, j'irai la peau nue, sacrebleu. Faut que j'y enlève aussi mes chaussures? Tes famulaires, enlève-les, grailla la marquise de Nemet Uivar de sa voix sexy. On verra si t'es un homme. Nu jusqu'à la ceinture, encouragé par de vifs applaudissements, Stavro saisit son arme, passa une jambe par-dessus un madrier de la barrière en observant instinctivement Ciri. La jeune fille croisa ses mains sur sa poitrine. Elle ne fit un pas en direction de l'épée plantée dans le sable. Stavro hésita. « Ne fais pas ça, dit Ciri à voix basse. Ne me force pas à te battre. Je ne me permettrai pas qu'on me touche. Ne m'en veux pas, donzelle. Stavro franchit la barrière. Je n'ai rien contre toi, mais
Les affaires, c'est les affaires. Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase que Ciri, qui s'était emparée d'Hirondelle, ainsi qu'elle surnommait déjà la Gwyrn Gnome, était à son côté. Elle utilisa la feinte la plus simple, celle qu'on appelait la feinte des 3 pas, et qui était à la portée d'un enfant de 3 ans, mais Stavros s'y laissa prendre. Il fit un pas en arrière, relevant instinctivement son épée, il fut dès alors à sa merci. D'un bond, il se retrouva au dos des madriers, le tranchant d'Hirondelle à 2 pouces du bout de son nez. Ce petit tour, expliqua Bonnart à la marquise en recouvrant de sa voix grave les beuglements et les bravos de la foule, s'appelle la feinte de 3 pas. C'est un numéro des plus élémentaires. Je m'attendais à quelque chose de plus recherché de la part de la jeune fille, mais il faut reconnaître que si elle l'avait voulu, le type serait déjà mort à l'heure actuelle. Tue-le! Tue-le! Criaient les spectateurs déchaînés. Quant à Uveganel et le bourgmestre Pinnick, ils avaient le pouce tourné vers le sol. Le sang reflua du visage de Stavro, ses furoncles et les vilaines marques laissées par la variole ressortirent sur ses joues. Je te l'ai dit, siffla Ciri, ne me force pas, je ne veux pas te tuer, mais je ne me permettrai pas qu'on me touche. Va, retourne d'où tu es venu. Elle s'écarta, se retourna, baissa son arme et leva la tête en direction de la loge. Vous vous jouez de moi, cria-t-elle d'une voix déchirée. Vous voulez me contraindre à la lutte, au meurtre. Vous ne me forcerez pas, je ne me battrai pas. As-tu entendu une bras? La voix sarcastique de Bonnart retentissait dans le silence. C'est tout bénéfice pour toi, et sans aucun risque. Elle ne va pas lutter. Il sera donc facile de lui faire quitter la reine et de l'amener vivante au baron de Casadei, pour qu'il s'amuse avec elle à volonté. On peut la prendre sans crainte, à main nue. Windsor Inbra cracha, le dos toujours acculé au madrier. Stavro haletait, serrant son épée dans sa main. Bonnart éclata de rire. Mais moi je te parie des diamants contre des noisettes, Imbra, que vous n'y parviendrez pas. Stavro respirait péniblement. Il avait l'impression que la jeune fille, qui lui tournait le dos, était distraite et déconcentrée. Il poussa un cri empli de colère, de honte et de haine. Incapable de résister à l'appel de l'épée, il attaqua, sans prévenir, en traître. Le public n'eut pas le temps de voir l'esquive ni la riposte. Il vit seulement Stavro se jeter sur Falca, puis effectuer soudain un entrechat, après quoi il tomba, de façon fort peu élégante, ventre à terre, et le sable s'imprégnant instantanément de son sang. Les instincts prennent le dessus, hurla Bonnart en couvrant les cris de la foule. Les réflexes fonctionnent, alors, Uveganel, ne te l'avais-je point dit, tu verras, tes molosses ne seront pas nécessaires. Quel beau spectacle, et lucratif qui plus est, approuva Uveganel en plissant les yeux de plaisir. Stavro tenta de se relever en s'appuyant sur ses mains qui tremblaient sous l'effort. Sa tête ballotta, il poussa un cri, un râle, vomit du sang et retomba sur le sable. Comment s'appelait ce coup, honorable sieur Bonnart, grailla sensuellement la marquise Némerette Vivard au chasseur de primes en lui faisant de genoux. C'était de l'improvisation. Sans jeter à la marquise le moindre regard, il retroussa ses lèvres et découvrit ses dents. Une belle improvisation, du grand art même. J'ai entendu parler d'un endroit où l'on enseigne ce genre d'éventration improvisée. Je parierais que notre demoiselle connaît cet endroit. Je sais bien, moi, qui elle est. Ne me forcez pas à continuer, hurla Ciri. Sa voix avait quelque chose de réellement terrifiant. Je ne veux pas, vous comprenez, je ne veux pas. Cette donzelle est une sale engeance. Amarante franchit habilement la barrière, faisant le tour de la reine pour attirer l'attention de Ciri, tandis que la tignasse bondissait de l'autre côté. Derrière ce dernier, Peau de Cheval s'apprêtait lui aussi à enjamber la barrière. C'est déloyal, rugit le bourgmestre Pinwick, petit comme un Aubras, qui était sensible à l'équité du jeu, et la foule beugla avec lui. Ils sont à 3 contre elle, c'est un combat déloyal. Bonnart se mit à rire. La marquise se pourlécha les babines et se mit à trépigner, de plus en plus fort. Le plan des 3 hommes était simple. Laisser reculer la jeune fille pour l'acculer à la barrière, puis, pendant que 2 d'entre eux lui bloqueraient la route, le 3e se chargerait de la tuer. Mais rien de tout cela n'arriva, pour une simple raison. Plutôt que de reculer, la jeune fille attaqua. Elle effectua une jolie pirouette, si légère qu'elle ne se laissa presque aucune marque dans le sable, et se faufila au milieu d'eux. Au passage, elle toucha la tignasse exactement là où il le fallait, au niveau de l'artère du cou. Elle avait porté son coup avec une telle rapidité qu'elle eut le temps de se replier gracieusement sur elle-même, au moyen d'une feinte arrière, avant que le sang jaillisse du cou de la tignasse. Pas une goutte ne l'éclaboussa. Amarante, qui s'était retrouvée derrière la jeune fille, voulut la faucher par la nuque, mais elle para le coup grâce à une prise fulgurante derrière l'épaule. Ciri se détendit tel un ressort, tenant son épée des 2 mains, taillada ses adversaires, renforçant la puissance de ses coups grâce à une torsion de la hanche.
Tel un rasoir, la sombre lame gnome déchira le ventre d'Amarante dans un sifflement. Il hurla et s'affala sur le sol en se recroquevillant. Peau de cheval bondit, déterminé à placer la plante de son épée sur la gorge de Ciri, mais celle-ci se déroba, fit habilement volte-face et lui cingla le visage à l'aide de son épée, démantibulant son œil, son nez, sa bouche et son menton. La salle hurlait, sifflait, braillait, trépignait. La marquise de Nemet Ivar glissa ses mains entre ses cuisses serrées. Elle pourléchait ses lèvres brillantes et riait nerveusement dans son contre-allot de rognome. Le roumistre nilgardien était pâle comme du vélin. Une femme s'efforçait de masquer les yeux d'un gamin qui tentait de s'échapper. Au premier rang, un petit vieux aux cheveux blancs vomissait par à coups, la tête entre les genoux. Peau de cheval sanglotait en se tenant le visage. Sous ses doigts ruisselait du sang, mêlé de savile et de mucus. Amarante se traînait et poussait des cris gugorais. La tignasse avait cessé de s'agripper au madrier couvert de sang qui jaillissait de son corps au rythme des crispations de son cœur. « À l'aide !» hurla Amarante en tentant désespérément de retenir ses entrailles qui se répandaient sur son ventre. « Camarade, camarade, à l'aide !» Peau de cheval geignait, du sang coulant de son nez. « Tue-le, tue-le !» scandait le public en tapant du pied en rythme. Le petit vieux qui vomissait fut éjecté de son banc et poussé dans la galerie. Des diamants contre des noisettes que désormais plus personne n'osera pénétrer dans l'arène. La voix de basse de Bonart avait retenti, s'élevant railleuse au-dessus de Raffut. Des diamants contre des noisettes, Imbra. Bah, que dis-je, contre des noisettes vides. Ah, mort, ah, mort. Il y eut un rugissement, des trépignements, des applaudissements. Honorable demoiselle, hurla Windsor Imbra en interpellant d'un geste ses subalternes. Permets-nous de venir chercher nos blessés. Laisse-nous entrer dans l'arène pour qu'on les emmène avant qu'ils se vident de tout leur sang et qu'ils meurent. Fais donc preuve d'humanité, honorable demoiselle. D'humanité ? Répéta Ciri avec difficulté, sentant à présent seulement l'effet de l'adrénaline. Elle se maîtrisa et parvint à calmer rapidement les battements de son cœur. Entrez et emmenez-les, dit-elle, mais entrez sans armes, soyez humains, vous aussi, au moins une fois. Non, beugla la foule. Ah, mort, ah, mort. Espèce de brute épaisse. Ciri fit volte-face en esquissant un pas de danse, balayant les tribunes et les bancs du regard. Porc misérable, racaille, fils de chien galeux, vous voulez du sang? Venez ici, descendez dans l'arène, appréciez, reniflez, léchez-le tant qu'il est encore frais. Pourriture, vampire. La marquise Hoqueta frémit, manqua de tourner l'œil et se colla mollement contre Bonart, sans ôter ses mains d'entre ses cuisses. Bonart fit la grimace, et l'écartant sans la moindre délicatesse. La foule hurlait. Quelqu'un jeta dans l'arène un morceau de saucisson grignoté, un autre une chaussure, un autre encore un cornichon que Ciri, d'un coup d'épée, tailla en pièces, provoquant des vociférations plus puissantes encore. Amarante hurla au moment où Windsor Imbra et ses hommes le soulevèrent. Peau de cheval, lui, s'évanouit aussitôt. La tignasse et Starvo ne donnaient plus aucun signe de vie. Ciri s'écarta du mieux qu'elle put, allant aussi loin que lui permettait la reine. Les hommes de Windsor Imbra s'efforçaient également de se tenir à distance. Ce dernier demeurait immobile, attendant qu'on évacue les blessés et les morts, les yeux levés sur Ciri, la main posée sur la manche de son épée qu'il n'avait pas ôtée, malgré sa promesse, avant d'entrer dans l'arène. « Non, l'avertit Ciri, en remuant à peine les lèvres. « Ne m'oblige pas, je t'en prie. » Imbra était blême, la foule trépignait, hurlait, régissait. « Ne l'écoute pas !» La voix de Bonart s'était de nouveau élevée au-dessus des hurlements du public. « Sors ton épée, sinon tu passeras pour un pleutre et une enflure dans le monde entier. Depuis l'Alba jusqu'à la Yaruga, tout le monde saura que Windsor Imbra a pris la fuite devant une jeune fille, la queue entre les jambes, tel un bâtard. » Imbra tira légèrement sur son épée, qui désormais dépassait d'un pouce de son fourreau. « Non, répéta Ciri. Il rengaina aussitôt sa lame. « Pleutre !» lança quelqu'un dans la foule. « Bouffeur de merde, peau de lièvre !» Le visage de Pierre, Imbra, se dirigea vers le bord de l'arène. Avant de saisir les mains que lui tendaient d'en haut ses camarades, il se retourna une dernière fois. « Tu sais sans doute ce qui t'attend, jeune fille, dit-il à voix basse. Tu dois maintenant savoir qui est Léo Bonart, ce dont il est capable, ce qui l'anime. Tu seras poussé dans l'arène. Tu vas devoir tuer pour le plaisir des porcs et des salopards comme cela, et même pire que cela. Et lorsque ça ne les amusera plus de te les voir tuer, lorsque Bonart se laissera de la violence qu'il t'impose, alors il te tuera. Ils en feront entrer tellement dans l'arène que tu ne pourras plus assurer tes arrières. Ou bien, ils lâcheront les chiens, et les chiens te déchiqueteront,
tandis que les bêtes hurlantes dans la salle renifleront l'odeur du sang et crieront bravo, et toi, tu crèveras sur le sable imbibé de ton sang, comme ceux que tu as fauchés aujourd'hui. Alors, tu te souviendras de mes paroles. Étonnamment, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle prêta attention aux petits pavois et aux armoiries sur la hausse écaillée de l'homme, une licorne en argent dressée sur un champ noir. Une licorne. Ciri baissa la tête, elle regarda la lame, ajourée de son épée. Soudain la salle devint silencieuse. Par le grand soleil, intervint alors Declan Ross Ep Meglet, le Rothsmith gardien de la réserve, qui n'avait encore rien dit. Non, ne fais pas cela, jeune fille. Ne vaques luned. Ciri tourna lentement Hirondelle dans sa main, appuya le pommeau contre le sable, plia un genou. Maintenant, la lame de sa main droite, elle plaça adroitement de sa main gauche la pointe sous son sternum. Instantanément, le fer transperça ses vêtements et mordit sa chair. Surtout ne pas pleurer, songea Ciri, en appuyant plus fort sur l'épée. C'est inutile. Un mouvement brusque et ce sera terminé. Allez, tu n'oseras pas. La voix de Bonnard résonna dans le silence. Tu n'en serais pas capable, sorceleuse. À Kaer Morhen, on t'a appris à tuer. Tu es donc programmée pour tuer, comme une machine, instinctivement. Pour se tuer soi-même, il faut du caractère, de la force, de la détermination et du courage. Et cela, ils n'ont pas pu te l'enseigner. Passe une musique plus tranquille. Comme tu peux le voir, il avait raison, dit Ciri non sans effort. Je n'en ai pas été capable. Visigotha était silencieux, immobile. Depuis un long moment déjà, tout le temps il avait écouté Ciri, il n'avait plus pensé à la peau de Ragondin qu'il tenait à la main. J'ai eu peur, j'ai été lâche. Et j'en ai payé le prix, oui, comme tout lâche doit payer, par la souffrance, l'opprobre, l'humiliation et un détestable dégoût de moi-même. Visigotha ne disait rien. Si ce jour-là, à la tombée de la nuit, quelqu'un avait réussi à se glisser subrepticement jusqu'à la cabane au toit de chaume, pentu et couvert de mousse, s'il avait regardé à l'intérieur à travers l'une des fentes des volets, il aurait pu voir un vieillard à la barbe grise et une jeune fille aux cheveux de cendre assis près de la cheminée. Il les aurait vus tous deux, silencieux, le regard plongé dans les braises rougeoyantes. Mais personne n'aurait pu les voir. La cabane au toit de chaume, pentue et couverte de mousse, était bien cachée, au milieu de la brume et des vapeurs, parmi les vastes jonchets des marécages de péripulte, où personne n'osait s'aventurer. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. La Genèse 9.6. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous la leur rendre? Alors, ne soyez pas trop prompts à dispenser mort et jugement. Même les plus grands sages des sages ne peuvent tout connaître. John Ronald Reuel Tolkien. Il faut être bien en vérité, et manquer terriblement de discernement pour nommer justice le sang qui coule de l'échafaud. Visigotha de Corvo. Et c'est sur cette citation finalement assez intéressante et anti-peine de mort que se termine ce chapitre 4. J'espère qu'il vous a plu, vous avez passé un bon moment. Et du coup, pour les gens de YouTube, je vous dis au plaisir de vous voir soit mercredi prochain si vous vous regardez sur YouTube, ou sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire coucou, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir.